faut travailler sur soi-même. En fait, le plus gros boulot aujourd'hui qui fait que plusieurs personnes, soit ont un profil de carrière, soit ont défini leurs objectifs en termes de carrière, mais n'arrivent pas à décoller, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas appris à se connaître. Il faut prendre du temps pour soi-même. Il faut prendre du temps, en fait, pour se concentrer sur soi-même. Laisse les autres. Laisse Moussa, laisse Mohamed, laisse Michel, laisse ceux-là. Toi, prends 1 an ou 2 ans de ta vie, il faut te concentrer sur toi-même. Il faut apprendre à te connaître, parce que ça y va du lendemain, en fait. Donc, il faut connaître ses forces, il faut pouvoir il faut avoir une conceptualisation, en fait, de ton il faut avoir plutôt une conceptualisation de ce que tu sais faire. C'est-à-dire quoi? Quand tu maîtrises un secteur, tu sais que tu es bon dans telle chose. Moi, par exemple, je vais vous raconter une histoire simple. Quand j'étais au CM1, quand j'étais au CM1, j'avais un maître qui tombait beaucoup malade. Il venait rarement à l'école. Ou souvent, quand il vient, il ne peut pas s'arrêter pendant longtemps pour donner cours. Souvent, le maître, il appelait mon père sur son téléphone portable et il disait à mon père, passe-moi ton fils. Il me dit, il y a telle leçon à telle page, il faut bien bosser la leçon, il faut essayer de comprendre tout ça. Si tu as des difficultés, tu demandes à ton père de m'appeler. Je vais essayer de te faire comprendre pour que demain, tu donnes cours à tes amis. Moi, au CM1, je donnais cours à mes amis. Bien sûr, j'étais guidé par mon professeur, par mon maître, pardon, mais je donnais cours, surtout des cours de certains cours, tout ça. Je donnais à mes amis, ils me faisaient comprendre, ils me faisaient bosser, et je donnais cours à mes amis. C'est là que ma passion pour la formation et pour l'enseignement a pris goût. J'ai appris à me connaître. Enfin, j'ai pris tout ce temps-là. Sinon, à l'école, je dessinais. Moi, on m'a plus chassé de la classe parce que le professeur le maître en train de donner cours et moi, je suis en train de dessiner. Souvent, je regarde le maître, je le dessinais. Depuis que j'étais petit, je faisais ça. Mais après, c'est vrai, je savais le faire, mais ce n'était pas réellement ma voie. Peut-être si c'était ma voie, c'était de pouvoir enseigner dans ce secteur d'activité-là. Donc, après, quand j'ai atteint un certain âge, j'ai appris à me connaître. J'ai essayé de prendre le temps de savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'améliorer, comment je peux faire pour avancer. Donc, je me suis posé tout un tas de questions. C'est pour ça qu'il faut se poser des bonnes questions, les gars. Il faut prendre le temps, soit de se poser des bonnes questions. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de se poser des bonnes questions. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de se comprendre et de pouvoir tirer les bonnes conclusions pour pouvoir élaborer vraiment un plan de carrière bien défini. Donc, ensuite, il faut avoir la technique, l'exécution technique. Il faut savoir comment tu dois exécuter tes forces. Parce que une chose, c'est de maîtriser son secteur, c'est d'être bien, mais il faut savoir te vendre. Ça, c'est une compétence. C'est pour ça que quand j'entends souvent, on me dit, le gars, il est trop fort. Pour moi, il est fort s'il n'arrive pas à décoller, ça veut dire qu'il n'est pas fort. Je dis c'est de façon paradoxale, il n'est pas fort au sens où il lui manque une compétence. La compétence qui lui manque, c'est l'exécution technique, voire la communication. Comment lui, il arrive à se vendre? Quelle est la stratégie qu'il met en place pour se vendre, pour savoir et pour pouvoir se montrer au monde qu'il connaît, il maîtrise ça, donc il peut résoudre des problèmes chez certaines personnes. Donc, il faut que ces personnes-là, en vrai, il faut que ces personnes-là, ils arrivent à s'identifier eux-mêmes. Ensuite, il faut comprendre ses motivations. Et ça, je suis toujours dans apprendre à se connaître, à mieux se connaître. Il faut comprendre ses motivations. Qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé à faire telle chose, à faire telle chose? Qu'est-ce qui vous permet d'apprendre? Qu'est-ce qui vous permet de créer autour de vous, en fait, toute une solution pour résoudre des problèmes? Qu'est-ce qui vous motive à collaborer avec des personnes? Donc, il faut comprendre tous ces facteurs-là. C'est ce qui va vous aider, en fait, à pouvoir établir un plan d'action de votre vie en termes d'apprentissage. Aujourd'hui, je donne un exemple tout bête. Vous êtes là, vous maîtrisez un secteur d'activité, voire un métier. Après, vous constatez que le métier a évolué. Donc, à chaque fois, vous devez être en constante évolution. Donc, il faut toujours s'améliorer, il faut trouver toujours des moyens pour pouvoir enchérir encore le métier que vous avez, pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Mais en fait, soit vous stagnez, vous restez au même niveau, vous ne bougez pas pendant des années, que ce soit en termes de connaissances, voire en termes même de profil de carrière, vous ne bougez pas, vous n'excellez pas. Mais en fait, le fait que vous vous trouvez dans un environnement qui standardise votre niveau
vous vous dites que vous avez atteint le summum. C'est pour ça qu'il faut savoir il faut savoir avec qui vous vous comparez. Si vous comparez à un milieu qui, eux, ils ont un niveau 5, vous avez un niveau 5 et vous vous comparez avec des gens qui ont un niveau 5, mais vous n'évoluez pas parce que votre limite, votre plafond de verre, c'est 5. Vous ne pouvez pas dépasser 5. Vous ne pouvez pas, soit vous êtes à 4, 1, 2, 3, 4, mais dès que vous arrivez à 5, vous avez atteint votre plafond de verre. Et c'est ça, en soi, c'est un problème. Parce que si vous comparez à des gens qui ont 5 et vous avez 5, vous comparez à personne. Enfin, vous stagnez. Vous restez au même niveau, vous n'évoluez pas. Alors que votre métier évolue, vous n'évoluez pas parce que vous êtes aveuglé par l'environnement dans lequel vous êtes. C'est pour ça qu'un environnement sain est extrêmement important. Deuxièmement, votre entourage, ceux avec qui vous parlez, ceux qui constituent vos amis, pour ne pas dire qui constituent vos proches. Ça, c'est extrêmement important. Si vous vous baladez, vous vous promenez avec des gens qui gossipent, qui sont des performances médiocres, vous allez devenir médiocre. Si vous vous baladez, vous échangez, vous passez la plus grosse partie de votre temps avec des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de vie, qui passent leur temps à parler des autres, ça je répète parce que c'est très fréquent, à parler des autres, à parler surtout mal des autres. En fait, vous remplissez vos matrices des informations qui sont inutiles, alors que vous devez prendre le temps de travailler sur vous pour pouvoir avancer, vous comprendre et vous cerner et ensuite établir des plans qui vont vous aider à pouvoir évoluer. Ensuite, il faut définir ses objectifs professionnels. Donc, premièrement, un designer, soit tu restes exécutant ou tu restes stratège. Ça, je le dis toujours. Soit tu es exécutant, soit tu es stratège. Aujourd'hui, c'est la vie, hein. Tu peux rester exécutant comme tu peux rester stratège. Mais qu'est-ce que tu préfères? Si tu préfères être exécutant, OK, tu vas passer toute ta vie qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tu vas passer toute ta vie à faire Photoshop, Illustrator, InDesign. Parce que pour moi, quelqu'un qui passe 10 ans dans ça et il reste toujours dedans après 10 ans, pour moi, c'est un échec. Ça, je dis pour moi. Ça, c'est mon avis personnel. Ça peut être une réussite pour certains, mais pour moi, c'est un échec. Pourquoi je le dis? Parce que dans un plan de carrière, on prend le cas peut-être d'un graphiste. On a trois étapes, voire quatre étapes. La première étape, tu es junior. La deuxième étape, tu es senior. Après, tu deviens expert, tu rentres dans le monde expert. Si on veut prendre en termes de profil de carrière, tu es graphiste junior, graphiste senior. Après, tu deviens directeur artistique. Après, tu deviens directeur de création. Ça fait 4 niveaux. Après ce quatrième niveau-là, quand tu sautes cette étape, quand tu finis cette étape, on peut t'appeler expert dans ton milieu, dans ton secteur d'expertise, ou on peut même te donner le thème consultant. Donc, vous voyez ça, c'est un parcours. Et chaque parcours demande un certain nombre de rudiments possibles pour t'envoyer à un autre niveau. Et ce niveau te demande un certain nombre d'éléments possibles pour t'envoyer à un autre niveau. Donc, il y a la formation, il y a l'expérience, il y a la spécialisation, et puis il y a le leadership. Ce sont ces 4 éléments-là qui doivent constituer votre feuille de route pour pouvoir éventuellement atteindre ce niveau d'expertise-là. Donc, tu choisis. C'est un choix. C'est pour ça qu'il faut définir ses objectifs professionnels. Et ça doit se faire tôt. Mais ce n'est pas grave. Quand tu n'as pas fait au départ, après, dans ta vie, dans ton parcours de vie, tu peux éventuellement le faire pour pouvoir éventuellement avancer. Tu peux toujours revoir et avancer. Donc, tu choisis designer, exécutant ou stratège. Après, tu choisis si tu veux être un freelancer ou tu veux être en entreprise ou peut-être tu veux être entrepreneur. Ça aussi, c'est possible. C'est vrai que je n'ai pas noté dans mon slide. Ou tu veux être un entrepreneur. C'est un choix. C'est un choix de vie. Ensuite, soit tu veux être un spécialiste ou tu veux être polyvalent. En fait, il y a des gens qui sont polyvalents mais qui ne sont pas des spécialistes. Ça arrive. Il y a des gens, par exemple, il est bon en graphisme, il est bon PAO, en graphisme PAO, il est bon en montage vidéo, tout ça. Mais quand tu commences à l'envoyer en profondeur, il n'arrive pas. Il n'est pas expert, mais il peut toucher à plusieurs trucs. Il y a des gens qui choisissent la spécialité et qui choisissent des métiers qui gravitent autour. Ça dépend de toi. Donc, tu peux être expert dans un domaine et toucher à tout d'un point de vue créatif, ça dépend de toi. Donc, il faut élaborer sa feuille de route, en fait. Formation, expérience, spécialisation et leadership. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir évoluer. Donc, il faut définir ses objectifs. Tes objectifs, c'est sur 2 volets. Il y a les objectifs en termes de plan de carrière et il y a des objectifs de vie. Les objectifs de vie et les objectifs en termes de carrière, en fait, sont dans le même palier, mais c'est souvent différent.
Les objectifs en termes de plan de carrière, c'est quoi? Les objectifs en termes de plan de carrière, c'est où je suis, d'où je viens et où je pars. En termes simples, c'est ça. Les objectifs en termes de vie, en fait, ce sont les objectifs à effectivement d'où je viens et où je pars. Mais les éléments qui gravitent autour font une grande différence. La différence en termes de vie, c'est qu'aujourd'hui, je suis là, demain, je dois me marier dans 5 ans, après, je dois faire des enfants, après, je dois faire ça, je dois construire, je dois préparer ma retraite. Ça, ce sont des objectifs en termes de vie. Ensuite, tes objectifs en termes de carrière, en fait, ce sont des objectifs où tu prépares ton parcours professionnel jusqu'à atteindre, j'ai envie de dire, le summum. Et à quel moment tu dois l'atteindre? Quels sont tes objectifs en termes de durée? Raison pour laquelle je dis, je disais tantôt, il y a des objectifs de l'objectif central de ta vie, pour ne pas dire l'objectif central de ta carrière. Ton objectif central de ta carrière, ça peut être, je veux devenir expert international en design graphique ou en communication visuelle. Je veux être formateur international, je veux former dans le monde entier dans tel métier, je veux être expert consultant international dans mon métier, dans tel métier. Ça, c'est ton objectif central. Ensuite, tu as des sous-objectifs. J'ai envie de dire tes objectifs à long terme qui vont te permettre d'atteindre ton objectif central et tes objectifs à court terme qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs à long terme. Donc, tes objectifs à court terme, c'est là que tu vas les séquencier. Tu peux les séquencer, ça dépend de toi, avec un plan d'action, pour ne pas dire un calendrier bien défini. Donc, tu peux les séquencer peut-être j'ai envie de dire, chaque semaine, voilà ce que tu dois faire. Raison pour laquelle, quand tu te définis ces objectifs-là, en fait, dès que tes objectifs sont définis, que tu fais un suivi personnel, toi-même, tu fais un suivi sur tes objectifs, tu verras que ça va t'aider à pouvoir sélectionner tes amis, à pouvoir sélectionner les groupes dans lesquels tu es. Ça va te permettre de sélectionner les activités que tu mènes. Ça va te permettre de sélectionner les endroits où tu pars. Ça va te permettre de sélectionner, en fait, qu'est-ce que tu vas ingurgiter et qu'est-ce que tu ne dois pas ingurgiter. Donc, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes activités quotidiennes, tout ça. En fait, ça va t'aider à pouvoir faire des choix et des choix. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir commettre un acte, tu vas te poser cette question-là. Est-ce que ça rime avec mes objectifs? À chaque fois que tu vas vouloir prendre une décision, tu vas te poser la question, est-ce que cette décision que je vais prendre, ça rime avec mes objectifs à court et à long terme? Ça va te permettre d'avoir une vie organisée. En vrai, c'est ça. Ça va te permettre de pouvoir organiser ta vie. Ça va te permettre également de savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Donc, quand tu finis d'apprendre à te connaître, tu connais tes forces et tes faiblesses, tu vas définir tes objectifs de vie et voir aussi tes objectifs professionnels pour voir où tu peux aller, où ça peut pouvoir t'emmener. Ensuite, il faut mesurer sa progression. Ça, on appelle ça un suivi. C'est un plan d'action. En vrai, c'est un suivi. C'est un plan d'action. Il faut mesurer sa progression. Donc, pour moi, il y a des indicateurs, bien sûr. Il y a ton portfolio. Quand je parle de portfolio, ne pensez pas forcément à un document. Je ne parle pas forcément de ça, hein. Il y a ton portfolio, donc il y a ton parcours. Il y a le réseau, ceux avec qui tu marches. Ça, je l'ai dit tantôt. Tu marches avec qui? Tu te balades avec qui? C'est qui ton mentor? C'est qui ton mentor? Ce sont des perceptions de avec qui tu marches. Donc, il faut avoir ça dans ta vie, il faut avoir des mentors. Ta visibilité, tes compétences et ta reconnaissance. La dernière partie, là, c'est pas seulement religieux, hein, mais c'est aussi des aptitudes, en fait, personnelles. Je répète encore, c'est pas seulement religieux. Tu peux avoir tout le savoir qu'il faut. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. Si tu n'es pas reconnaissant envers ceux qui t'ont apporté des choses, tu risques d'échouer dans ta vie. Ça, c'est pas seulement religieux. Il faut avoir de la reconnaissance. L'ingratitude, c'est quelque chose qui enfonce les gens. Si quelqu'un t'a appris, même si c'est A, il faut être reconnaissant toute ta vie parce que le A qu'il t'a appris là, ça t'a permis de quitter de A pour aller à B. Celui qui t'a appris B, C là, ça t'a permis de quitter de B pour aller à C. Donc, il faut apprendre à être reconnaissant dans sa vie. Il faut apprendre à être reconnaissant. Et un élément que je n'ai pas mis, il faut être humble. L'humilité, c'est l'une des choses les plus importantes. Il y a plein de personnes, dès qu'ils commencent à avoir un petit savoir, ils s'en foutent. En fait, souvent même, ils méditent de ceux qui les ont formés. Non, lui, là, il ne m'a jamais formé, lui, je ne le connais même pas. C'est extrêmement important. Il faut avoir de la reconnaissance. Il faut être humble. Il faut éviter l'ingratitude. Ce sont des choses qui ne sont pas seulement religieuses, mais qui sont même vitales. C'est vital même pour tout le monde, en fait. Si tu ne fais pas ça dans ta vie, tu auras de sérieux problèmes.
Tu auras de sérieux problèmes dans ton... C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, peut-être, vous aimez regarder beaucoup Internet, parce que il y a des gens, ce qui te montrent sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'ils sont en réalité. Donc souvent, ça blague certaines personnes. Il y a des gens, quand tu les vois sur Internet, ou quand tu vois ce qu'ils font sur Internet, tu te dis, waouh, le gars, mais il vit pas bien, il n'arrive même pas à assurer ses 3 repas quotidiens, il n'arrive pas à faire pas mal de choses. En fait, ça, je le dis, je le répète, ça ne sert à rien d'être fort et puis de ne pas avoir une vie stable, que ce soit financièrement, moralement, tout ça, ça ne sert à rien. Parce que être fort là, ça rime aussi avec le fait d'avoir de l'argent. Ça rime à ça. Donc, passer son temps à se comparer tous les jours sur Internet, non, lui, il est fort que lui il est plus fort que lui il est plus fort que lui. Oui, toi, tu es fort, mais est-ce que tu as même construit? Toi, tu es fort, est-ce que tu as construit? Toi, tu es fort, est-ce que tu as même un terrain? Demain, tu peux construire. Toi, tu es fort. Est-ce que tu peux même euh, acheter un véhicule? Est-ce que tu as une vie stable? Dans quel environnement tu vis? En fait, il y a tous ces aspects-là. C'est pour ça que je dis, les gars, arrêtez de passer votre temps à vous comparer ni à méditer des autres, à dire lui, il est comme ça, lui, il est ceci. Non, il faut te concentrer sur toi. Toi-même, tu as une vie. Parce que demain, si tu as des problèmes, ces gars, ils ne vont pas venir derrière toi. Ça n'engage que toi. Donc, il faut se préparer à toutes ces éventualités-là. Donc, portfolio de qualité, donc projet varié, démontrant votre évolution, votre expertise. C'est bien, j'ai dit projet varié. Il y a des gens, dans leur portfolio, ils mettent seulement que les projets réussis. En fait, pour un recruteur aguerri, c'est comme de la foutaise. Parce que dans ton portfolio, il ne voit pas ton évolution. Tes premiers créas, là, il faut les mettre dans ton portfolio. Ce n'est pas une fatalité. Hein. En fait, ça montre ton évolution, où tu es quitté, où tu es arrivé. Tu t'as plus vilaine créa, il faut la mettre. Il a fait ça en 2017. Aujourd'hui, en 2020, là, voilà où je suis. En 2025, voilà où je suis. Jusqu'en 2030. En fait, il faut qu'on il faut qu'on voie en fait ton évolution dans ton portfolio. Le portfolio, les gens pensent que le portfolio, c'est fait pour voir mettre tes plus beaux boulots. Mais quand tu mets tes plus beaux boulots là, bon, le gars, il ne voit pas ton évolution, il ne sait pas d'où tu es quitté, il ne sait pas également où tu pars. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on sente un plan, en fait, un plan bien dessiné dans ton portfolio, même voir dans ton CV. Il faut qu'on sente un plan. En fait, le gars, il a travaillé dans un bistrot ou bien il a été graphiste dans une petite entreprise, mais souvent, il ne met même pas dans son portfolio, dans son CV, il met les plus grosses entreprises où il a travaillé. En fait, ça ne montre pas ton évolution. En fait, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui fait de la psychologie, voire de la sociologie, il va comprendre que tu es un vendeur d'illusions. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Ensuite, donc, portfolio de qualité, j'en ai parlé, portfolio de qualité et autres. Ensuite, réseau professionnel. Donc, connexion authentique avec d'autres personnes créatives et clients potentiels. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font, mais il faut bien le faire aussi. En fait, souvent, on a un réseau, mais souvent, ce sont des réseaux de médisance. On vient s'asseoir, pas pour... On vient s'asseoir, en fait, pour médire dans un autre groupe. En fait, ça, c'est devenu comme des gangs. Le secteur du design graphique est devenu comme un gang. En fait, c'est un gang. Chacun a son réseau. Et en fait, si c'était des réseaux, si c'était productif, je peux comprendre. Où on se bat pour des intérêts collectifs, pas pour des intérêts personnels. Mais aujourd'hui, le réseau, chaque réseau se bat pour ses intérêts, pour ses intérêts euh, perso. Raison pour laquelle vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, en Afrique francophone, c'est difficile d'avoir une organisation des graphistes ou une organisation des créatifs. C'est difficile parce que chacun pense à ses intérêts perso. Les gens s'en foutent en fait des autres. Leurs intérêts personnels, c'est à ça qu'ils s'en tiennent. Raison pour laquelle on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'avance pas, en fait. Parce que nos connexions ne sont pas authentiques. Les connexions sont par affinité. Non, lui, là, c'est mon bon petit. Il parle bien de moi sur Internet. Lui, là, non. Mais souvent, il y a des cassures. C'est pour ça que vous avez remarqué tout ce qui a été créé, on suit sur Internet, tout ce qui a été créé, réseau des graphistes, autre des graphistes, même moi-même, j'ai tenté. On a tout fait. Ça n'a pas marché. Parce que les gens sont plutôt personnels que collectifs. Les gens sont plutôt les gens, ils n'arrivent pas parce qu'ils se disent que si aujourd'hui on est ensemble, que toi tu es le président, tu auras des privilèges. En fait, on a une idée tellement, on a des idées. Donc, on n'a pas de connexion authentique. C'est très difficile d'avoir ça aujourd'hui. Ça fait qu'on est juste dans un secteur de médisance où on parle des autres. En fait, c'est assez tout. Donc, le secteur n'est pas vraiment authentique. Je ne sais pas ce que je vais vous dire là-dessus, mais pour ce que je vois, ça reste mon avis personnel. Hein. Peut-être qu'il y a des gens, mais le secteur n'est pas authentique. Donc, ça, c'est un truc à revoir. Il faut assainir
pour pouvoir vraiment avoir de bonnes connexions, tout ça. C'est pour ça qu'il y a certains, ils préfèrent se retirer. Il y a plein de gars qui sont bons, mais tu ne les vois pas sur Internet, hein. Ils sont bons, ils sont dans leur coin, ils font leur boulot, ils gagnent leur argent, ils vivent avec leur famille, ils sont à l'aise. Les gars, ils avancent. Mais ils ne se préoccupent pas de est-ce que X a fait ça, est-ce que B a fait ça. Ils ne sont plus dans ça. Parce qu'ils ont été dans des secteurs, ils ont été dans des bulles, ils ont été ils ont eu des connexions, mais qui n'ont pas été authentiques. Les gars ne leur disaient pas la vérité. Il cause avec toi aujourd'hui, il est bien avec toi. Demain, il va dans son groupe là, on va parler du non, tu es un menteur, tu es ceci, tu es cela. Nous tous, on a vécu ça. Donc, ça, c'est un aspect important. Donc, il faut pouvoir. Il faut assainir. Là-bas, pour parler de ça, il faut même une conférence complète même pour parler de ça. Parce que pour aujourd'hui, pour avoir une connexion authentique avec des gens, c'est compliqué. Donc, clients potentiels, bien sûr, eux, ils sont souvent sincères. Voilà. Ensuite, visibilité en ligne. Donc, il faut avoir une présence active sur les plateformes. Même là encore, il faut une conférence pour en parler. Ça, c'est pas mon domaine forcément. Il y a des gars de social media management, tous, eux, je pense que tout. Mais je pense que là, il faut truc. Même remarquez bien, les j'aime que tu as sur Facebook, c'est en fonction des affinités que les gens ont envers toi. Mais si ton travail est bon, il va voir, il va passer, il s'en fout parce qu'il n'a pas d'affinité avec toi. Tout ça, ça rime, hein. Le point A rime avec le point 2. Le point 2 rime avec le point 3. Le point 3 rime avec le point 4. Le point 4 rime avec le point 5. C'est une réalité. Les gens, même ils sont avares en j'aime. Si, pour liker ta publication, il faut que tu sois dans son groupe. Si tu n'es pas dans son groupe, il ne like pas. Il ne like pas, il s'en fout en fait. Il se dit, oh, lui n'est pas. Donc, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Donc, il faut avoir une présence active. Ce n'est pas grave, il faut sponsoriser. Tu vas avoir des personnes sincères qui vont venir vers toi. Ensuite, compétences clés. Il faut maîtriser les techniques, les soft skills et les hard skills. En fait, souvent, on a ce genre de problème-là. Aujourd'hui, tu vois tout le monde en train d'apprendre le logiciel. Dès qu'un logiciel sort, non, moi je vais apprendre ça. Aujourd'hui, les gens sont bourrés d'apprentissage des logiciels, mais toujours en entreprise, ils sont sous-payés par rapport à des gens qui réfléchissent. Faut aller au niveau de la réflexion. Il faut chercher à aller au niveau du top management. Il faut éviter de rester en tant qu'exécutant. Parce que tu ne vas pas passer toute ta vie en tant qu'exécutant, en fait. Pour moi, ce n'est pas une réussite. Il faut, en fait, l'exécution, ça doit être une partie de ta vie. Nous tous, on était exécutants. Tous ceux qui ont commencé, qui ont vraiment commencé, ils ont été débutants, ils ont été exécutants. Souvent même là, tu fais créer, on vient te dire non, ça, la fois, on lever, il faut changer. En fait, on te met dans des situations. Mais à un moment donné, tu dois être toi, celui qui va orchestrer ce genre de choses-là. Tu dois être toi ou qui va diriger, qui va faire de la direction artistique. Parce qu'aujourd'hui, là, on est toujours dans cet amalgame-là de directeur artistique. Aujourd'hui, tu attends des gens dire des directeurs artistiques, c'est juste parce que il est dans une entreprise, c'est lui qui fait tout, il fait montage vidéo, il fait tant, il dit lui, les directeurs artistiques. En fait, souvent dans l'amalgame, on ne sait pas ce qui c'est les métiers. Donc, ça fait qu'on n'apprend pas ce qui gravite autour. Un directeur artistique qui ne sait pas ce qu'on appelle de la gestion de projet, c'est pas un directeur artistique. La direction artistique, c'est de la gestion de projet. En réalité, c'est ça. Mais c'est de la gestion de projet qui est orientée vers un métier bien précis. C'est ça la direction artistique. Donc, tu vois un directeur artistique, tu lui demandes, bon, c'est quelle technique de gestion de projet que tu appliques? Bon, méthode agile, il ne connaît pas. Scrum, il ne connaît pas. Crystal, il ne connaît pas. Dynamic Development, il ne connaît pas. En fait, on, on, on fait les choses à notre sauce. Excusez-moi. Ensuite, reconnaissance du marché, donc recommandations, témoignages, opportunités, tout ça. Ça, on trouve ça beaucoup sur LinkedIn, des gens qui témoignent, qui font des trucs sur nous, tout ça. Donc, 5 techniques pour trouver sa voie. Donc, on va passer à la deuxième étape, qui est trouver sa voie. Comment on trouve sa voie? Pour trouver sa voie, il faut explorer et tester. C'est la réalité. Il faut s'exposer. En fait, tant que tu ne t'exposes pas, ça va être difficile. Il faut s'exposer. Il faut participer à des concours, des hackathons, tout ça. Il faut varier ses missions. Branding, digital, édition. Il faut expérimenter sans crainte. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est extrêmement important. On ne gagne pas toujours. On fait des échecs, c'est l'accumulation des échecs qui feront de toi quelqu'un de bon. Parce que tu auras eu de l'expérience, tu as fait des échecs, tu as repris aujourd'hui, ça t'a mis un certain piédestal. C'est important. Il faut se documenter. Il faut suivre des tendances, Behance, Dribble, LinkedIn. Il faut observer les grands studios et créateurs. Et ça, je l'ai dit au départ. Arrêtez de vous comparer à des gens qui sont dans un environnement de niveau 5 qui ont déjà atteint les plafonds de verre. Donc, il faut aller vers ceux qui sont au niveau 11, 20, 30, 40, 50. C'est là-bas que tu auras beaucoup de challenges et tu verras que tu ne sais rien, tu dois encore avancer. Mais si tu c'est comme toi, tu es au CM2, tu te compares avec des gens qui sont au CM2 comme toi, ou des gens qui sont au CM1. Toi, tu ne vas jamais avancer, tu vas juste régresser parce que tu te compares à la mauvaise personne. Il faut lire,
et s'inspirer quotidiennement. La lecture, c'est important. Les gens n'aiment pas lire, mais il y a des secrets dans la lecture. Il y a beaucoup de secrets dans la lecture. Beaucoup, beaucoup de secrets dans la lecture. Il faut se former en continu. Comme je l'ai dit, il faut maîtriser les outils, l'IA, avec les outils que vous connaissez, Adobe, Blender, tous ces trucs-là. Il faut aussi développer des compétences transversales. C'est de ça que je parle. Vous voyez, en fait, je me rappelle très bien, j'avais, dans les années 2018, j'avais un groupe WhatsApp. Dans ce groupe-là, il y avait, en tout cas, pour ce que je sais, la majorité des graphistes, ils étaient dedans. Tous ceux qu'on connaît, ils étaient là. Ils ont participé, ils ont été dedans, ils ont participé activement, tout ça. Je disais au début, à un moment donné, vous apprenez les logiciels, mais un jour, vous allez vous retourner vers la formation. Aujourd'hui, tout le monde est devenu formateur. Aujourd'hui, les gens, ils ont tenté à faire. Aujourd'hui, même le client, il trouve que c'est mieux qu'il lui, il parte voir un petit qui va lui faire une affiche. Souvent, le petit, il est bon, mais il a faim, il fait affiche à 5 000. Toi, tu as atteint un certain niveau, tu n'es pas prêt à faire ça. Mais tu ne vas pas avoir les moyens parce que tu ne vas pas avoir de l'argent, sauf si tu travailles en entreprise. Les gars, ils changent, ils regardent souvent même les prix, ils les discutent, tout ça. Donc, parce que d'abord, tu n'as pas un bon réseau. Troisièmement, tu veux te former de façon en continuant que la formation, il te faut de l'argent. Ensuite, tu dois développer des compétences transversales, des compétences qui sont connexes, qui gravitent autour de toi, ton métier. Mais tu ne peux même pas faire ça parce que tu n'as pas les moyens qu'il faut. Même les cours gratuits, tu les commences, tu n'as pas le temps de terminer parce que tu es obligé de faire des affiches moins chères. Mais pour faire des affiches moins chères, tu es obligé d'avoir beaucoup de marchés pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc souvent, tu n'as même pas le temps pour toi-même. Au moment où tu 24 heures même n'arrives plus à te soucier dans la journée. Tu travailles la journée, tu travailles la nuit. Tu ne t'en sors pas. Ça devient compliqué. Donc, il y a tout ça, en fait, qui gravite autour. Donc, ça fait que il y a plein de personnes qui ont du mal à se former de façon en continu. Donc, il y a plein de personnes aujourd'hui, le petit savoir qu'ils ont, ils sont obligés d'aller faire formation. Donc, vous voyez sur Facebook aujourd'hui, tout le monde est devenu formateur. Tout le monde lance formation. Tout le monde est devenu formateur. C'est ça, en fait. Les gens sont en train de se reconvertir en formateurs pour pouvoir se faire de l'argent, parce que là-bas, il y a de l'argent, effectivement. Mais ils sont obligés. C'est ça aujourd'hui la réalité du terrain. Ils sont obligés. Donc, tout le monde est en train de se forcer. Aujourd'hui, tout le monde lance formation. Donc, les gars, je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour être formateur, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis parti, je me suis formé je me suis formé en pédagogie, mais je suis allé faire la taxonomie de Bloom, qui est une technique de pédagogie très, très complexe. Il y a le côté, il y a le déductif, il y a l'intuitif, tout ça. Tu dois apprendre. Quand j'ai fini, je suis allé m'acheter une formation très chère qui m'a coûté pratiquement un truc de 16 000 $. C'est une formation en Montessori que je continue à faire dans une université suisse. Après ça, je suis en train de faire de l'andralogie actuellement. L'andralogie, en fait, c'est une technique pédagogique qui te permet de pouvoir former les professionnels. Parce que les gens ne savent pas tout ça. Donc, tout le monde se jette dans la formation comme ça. Ça fait que les gens font des choses. Après, c'est pour ça que c'est juste les petits. Parce que après, quand tu veux faire de l'andralogie, c'est très complexe. Imaginez, si je vous dis un truc, peut-être vous n'allez pas me croire, pour certains, peut-être ceux qui me connaissent vont croire. Mais moi, par exemple, j'enseigne dans une école où la majorité de ceux qui sont là-bas, c'est des directeurs de cabinet de certains ministères, c'est des secrétaires généraux. Il y a même 2 à 3 ministres dans ma classe. Mais je ne peux même pas dire les noms. Ils viennent dans ma classe en cours du soir. Ça, on fait de l'andralogie là-bas. Là-bas, par exemple, tu fais des cours qui sont adaptés à ces catégories de personnes-là. Ça, c'est de l'andralogie parce qu'ils sont déjà des professionnels dans un secteur. Donc, ça, c'est un truc que j'ai pris le temps d'apprendre et je continue d'apprendre. J'ai atteint un certain niveau, j'apprends toujours. Mais c'est cher. Aujourd'hui, dès que tu maîtrises Photoshop, tu deviens formateur. Tout le monde est devenu formateur. Ça fait que même souvent, dans la manière dont il donne le coup, tu sens que le gars, il n'est pas bon formateur. Alors que la formation, en fait, apprendre à apprendre, ça s'apprend. Apprendre à former, ça s'apprend. C'est extrêmement important. Ça, en fait, c'est une science. C'est pour ça, vous voyez, quand tu finis de faire le concours de CAFOP, là, tu rentres au CAFOP là apprendre la pédagogie, comme on enseigne. En fait, ça sert à ça. C'est pourquoi quand tu finis de faire ton concours, même si tu as ton concours de CAFOP, on ne t'envoie pas directement là enseigner les enfants de CP1. Sinon, on sait que tu as fait terminal, tu as bac, tu sais que 1 plus 1 égale à 2. Tu sais que 2 plus 2 égale à 4. Mais pourquoi on ne t'envoie pas directement là-bas? C'est parce que tu dois apprendre la méthode pour pouvoir rendre ton savoir. Ça, c'est ça qu'on appelle la pédagogie et ça s'apprend. En fonction de ce que tu enseignes là, tu dois apprendre la technique qui va avec. Et ça s'apprend et ça prend du temps.
C'est pour ça qu'il faut, les gens rentrent au CAFOP pour les enseignants de l'école primaire et autres là. Les gens rentrent à l'IPNET pour aller pour les enseignants de l'enseignement technique. Ils rentrent là-bas pour aller apprendre. Parce que c'est extrêmement important. Extrêmement important. Il faut se créer un réseau. Et après, après, tu dois apprendre à écrire ce qu'on appelle des maquettes pédagogiques. Ça encore, c'est un autre boulot. Comment on prépare, comment on fait une maquette pédagogique pour tel type de catégorie de personnes. Aujourd'hui, là, on s'est dit, et puis la maquette pédagogique, elle évolue. Tu crées, il y a une école qui est là, on dit, on va former les gens X design. C'est beau, mais c'est quoi la maquette pédagogique? Comment vous formez les gens? Comment vous allez les former? Ça serait quoi les étapes de formation? Ça serait quoi les modules de formation de façon successive? Ça serait quoi les heures? Même les heures de forme, les heures de cours, là, c'est millimétré. Vous pensez qu'il fait un emploi du temps, là? C'est un truc qui est facile. C'est de la sociologie, c'est de la pure psychologie. Parce que quelqu'un qui s'assoit dans une salle de classe, il fait 3 heures. S'il y a un coup qu'il n'aime pas, mais il ne va pas faire, il va sortir. Tout ça, ça se calcule. Mais bon, les gens pensent que en fait, c'est du hasard. Il y a le hasard là. Ça n'existe pas dans le savoir. Hein. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Il faut se créer un réseau, ça j'en ai parlé déjà, rejoindre des communautés de designers, assister à des événements, trouver des mentors, comme je l'ai dit, et la collaboration et des projets collectifs. Tout ça, il faut le faire et il faut se positionner. Il faut se créer une identité visuelle, une identité narrative unique, un portfolio. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on n'est que dans des copier-coller. Vous allez voir, quand un graphiste s'élève, il lance podcast, il commence à faire des podcasts vidéo. 2 mois après, tout le monde fait podcast maintenant. Tout le monde fait vidéo. Quand on voit qu'on n'arrive pas à sceller, on change, on cherche quelqu'un d'autre qui fait autre chose. En fait, on n'est que dans du suivi, mais du suivi moutonnier. Souvent, ce n'est pas ta voix. Il ne faut pas forcer les choses. C'est pour ça que je vous dis, j'ai dit au départ, il faut apprendre à se connaître. Il faut connaître ça. Si tu ne sais pas, là-bas, là, il y a des gens qui tu as tenté, tu ne vas jamais pouvoir y arriver. Ce n'est pas ta voix. C'est pas pour ça que. En fait, pas, tu ne sais pas faire ça. Il y a certains qui savent faire, quand ils font là, ça passe. Il y a certains qui font, ça ne passe jamais. Ce n'est pas ta voix. Donc, arrête de faire du suivi, en fait. Quand lui, il a lancé telle chose, tout le monde va faire. Tu lances podcast, tout le monde va lancer podcast. Tu l'entends, tout le monde. Même moi, j'ai fait ces erreurs. J'ai tenté des choses, j'ai vu que ça ne marche pas. Ça marchait, c'est certain. Mais chez moi, ça ne marchait pas. J'ai arrêté. J'ai compris que ce n'est pas pour moi. Donc, après, j'ai appris, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui est pour moi. Et je sais, c'est maintenant ce qui est pour moi. Et quand c'est comme ça, tu arrives à suivre une fois et tu es à l'aise dans ce que tu fais. Ensuite, comme j'ai dit, il faut se positionner, CV créatif, présent sur les réseaux sociaux, il faut définir une signature personnelle, bien sûr, et un style reconnaissable. L'IA et le futur du design. Bon, ça, je ne vais pas trop parler sur ça. Ça, je pense on pourra parler après. Une transformation profonde. L'intelligence artificielle aujourd'hui a créé beaucoup de choses. Donc, la créativité augmentée. Non, aujourd'hui, l'utilisation de l'IA comme outil d'exploitation et d'idéation. Donc, éthique et responsabilité. Donc, il faut comprendre l'impact social et environnemental du design. Tout ça, c'est la connaissance, voilà, l'humanité, l'empathie. Donc, il y a tous ces aspects-là. Donc, les gars, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Au lieu de se concentrer sur les autres, concentrez-vous sur vous-même. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Les Européens, c'est pas parce qu'ils sont pas hypocrites entre eux. Hein. Ils sont très hypocrites entre eux. C'est des milieux dans lesquels j'ai été. Je connais leur hypocrisie. Mais eux, là, quand il y a un truc collectif, là, tout le monde oublie son ego. Chacun avance, va dans le même sens. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, lui, sa tête est rouge, lui, il est ceci, là. Les gars avancent dans le même. En fait, c'est ce qu'on doit essayer de mettre ça, d'instaurer en Afrique. Arrêtons de regarder nos trucs personnels. Ça ne nous fait pas avancer. En réalité, on pense qu'on avance en Afrique francophone, mais on n'avance pas. On est toujours au même niveau. Parce qu'il y a des activités qui sont salutaires, que les gens font. Au lieu de les accompagner dedans, non, il n'est pas de mon groupe. J'ai vu beaucoup de choses. Quand vous prenez la récompense des designers, le gars, il a commencé, c'est bien, il continue de faire, mais il y a des gens qui étaient dedans après qui sont sortis. Chacun vient raconter ce qu'il veut. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on passe notre temps à regarder les défauts qui se trouvent dans l'autre et puis on vient en parler. Tant que tu vas passer ton temps à regarder les défauts des gens, le jour où tu vas quitter au milieu de tu vas partir avec les défauts.
Il faut regarder les qualités des gens. Il faut parler de leurs qualités. Il faut laisser les défauts. Tout le monde a des défauts. Il faut prendre le temps de corriger tes défauts, d'apprendre à te connaître, que de passer uniquement ton temps à regarder les défauts des autres. Lui, les laisser, lui, les laisser. En fait, tu vas prendre quelqu'un qui va passer toute sa journée. Je vous exhorte à aller regarder sur la page de Sony Kou. Il y a une conférence qui est Cassius Clay. Celui qu'on appelle Mohamed Ali, c'est son vrai nom, Cassius Clay. Il a fait une conférence où il parlait du temps. Quand vous allez finir de regarder ça, il y a certaines personnes qui vont avoir des larmes aux yeux. Tu vas voir des gens, ils passent, lui, sur 3 heures de sa vie en train de parler des autres. Souvent même, il va passer 4 heures de temps de sa vie, de sa journée, il parle 4 heures. Quand tu fais 4 heures par jour, tu multiplies par 10 jours, ça fait 50 heures. Donc, ça dit, toi, tu prends 50 heures par semaine pour parler des gens. 50 heures, je dis bien 50 heures. Dans le mois, là, il fait 150 heures, il parle des gens. Quand tu divises 150 heures par 24, ça te fait combien de jours? Tu vois des gens, en pratiquement en un mois, il a pris 5 jours de ces un mois-là pour parler des autres, sans oublier les futilités qu'il fait. Quand tu prends 5 jours, tu multiplies par 10, ça te fait combien? Ça te fait 50 jours. Le gars, il a pris un mois et demi de sa vie en train de parler des gens. Quand tu par année, ça fait combien? Sur 2 ans, ça fait combien? Tu vois des gens qui ont 35 ans, quand tu regardes dans leur vie, ils ont pris 5 ans de leur vie en train de médire de leurs camarades, quand tu calcules bien. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il n'a pas d'occupation. Donc, c'est extrêmement important. OK? Donc, les gigas du designer, ce que vous aimez, ce qui peut vous faire, ce qui peut vous faire vivre, ce pourquoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Il faut pouvoir faire le lien entre tous ces aspects-là. Ce que vous aimez, ça nous revient toujours à apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'on aime? C'est quoi votre passion créative? Qu'est-ce qui vous anime profondément? Il faut se poser ces questions. Ça, ce sont des questions que je vous laisse. Vous-même, vous allez répondre à ces questions. Je vais partager après le slide pour que vous puissiez lire, regarder. Mais ce sont des questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui vous fait vivre? C'est quoi la viabilité économique de votre pratique? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Il faut se poser toutes ces questions-là. C'est des bonnes questions qui vont vous aider dans votre vie. Qui vont vous aider dans votre vie, les gars. Ensuite, le design est un voyage. Votre prochaine étape, c'est quoi? Le plus important n'est pas où vous commencez, mais la vision que vous guidez. La vision, pardon, qui vous guide et les valeurs que vous portez. Chaque projet, chaque rencontre, chaque échec et chaque succès façonne votre parcours unique. Embrassez l'incertitude, cultivez la curiosité et restez fidèle à votre voie créative. Je vous dis merci. Merci pour votre attention. Merci. Et on va laisser place aux questions-réponses. Merci. Merci, Coach Imran. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On a tous, je pense on a tous langui quand on a vu ce que vous avez présenté, quand on a vu ce que vous nous avez donné comme astuce. Je pense que vous méritez vraiment votre nom de coach, votre titre de coach. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la série de questions-réponses. Pour ce faire, je voulais déjà vous demander si c'est possible d'activer votre caméra pour que tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu vous voir sur les réseaux sociaux puissent vous voir maintenant là et partager avec vous des questions. C'est super. Vous pouvez activer votre micro. Je suis là, je suis là. D'accord. Donc, merci encore, Coach Imran. Je vous en prie. Merci à Très vous. belle présentation. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, j'ai une question d'entrée. Je posais la question de savoir comment quelqu'un qui rentre pour la première fois dans le graphisme, qui voit quelque chose sur les réseaux sociaux, qui dit veut apprendre à être graphiste, peut se définir des objectifs de carrière ou de vie. Vous savez, avant de répondre à la question, il y a la base. La base, c'est l'éducation. C'est ça. Ça, c'est la base, en fait. L'éducation, il y a on a 3 niveaux d'éducation. On a le premier niveau qui est l'éducation qu'on reçoit à la maison. Donc, ce que papa et maman nous donnent, ce que notre famille nous donne, nos frères, nos soeurs, tous ceux-là, ils participent à notre éducation, bien sûr. C'est ça. Deuxièmement, il y a l'éducation qu'on a dehors, dans notre environnement. Ça peut être à l'école, nos amis et autres. Maintenant, troisièmement, il y a ce qu'on appelle la rééducation.
La rééducation, c'est quoi en fait? Quand à la maison, tu as reçu une éducation, il y a des valeurs. Quand au niveau de ton environnement, tu as reçu une éducation, et à un moment donné, tu grandis, il y a ce qu'on appelle une rééducation. En fait, tu vas te rééduquer pour adapter en fait ton éducation à ce que tu veux faire. Par exemple, il y a certains qui ont été éduqués à être des bureaucrates. C'est-à-dire, les parents ont gurgité, ont mis dans leur tête que non, toi, tu dois être, si ton travail, tu dois être assis dans le bureau. Ils s'en foutent du salaire. C'est comme moi. Moi, mon papa voulait qu'il devienne gendarme. C'est quoi mon papa n'a pas dit? Deviens gendarme, deviens gendarme, deviens gendarme. Mon papa, il a fait électronique. Mon papa, c'est un électronicien. À la base, il est électronicien. Mais comme mon papa est rentré à la gendarmerie, il est rentré à la gendarmerie en tant qu'électronicien. Mon papa a voulu que je fasse l'électronique. Donc, quand j'ai eu mon BPC, il a tout fait. Je suis rentré à l'école technique pour aller faire un bac F2. Moi, c'est un bac F2 que j'ai fait, purement D'accord. électronique. Mais quand j'ai fini là, j'ai eu mon bac F2, je suis allé faire ce que je voulais. Vous comprenez? Parce qu'en ce moment-là, je savais distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge, le mensonge de la vérité. Et j'ai pris mon temps à me connaître moi-même. Et pour me connaître, voilà comment les choses se sont passées. Je me baladais avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Mon environnement n'était pas des enfants, des gens qui ont le même âge que moi. Quand tu prends des gens qui ont le même âge que toi, je ne dis pas que ceux qui ont le même âge que toi ne sont pas matures, mais ils sont rarement matures. Ça, c'est vrai. Ils sont rarement. Donc, il faut viser ceux qui peuvent te donner des conseils et autres. Donc, ça, c'est la première D'accord. étape de ta question. La deuxième étape, en fait, qui concerne, ça, je parle du plan de vie. Donc, ton plan de vie va définir ton éducation ou ta rééducation. Il y a des parents qui te donnent une bonne éducation à telle enseigne que tu n'as pas besoin de te rééduquer. Dans ton plan de vie, là, tu arrives à le tracer facilement ou eux-mêmes, ils ont déjà placé un plan de vie pour toi. Il y a des gens, leurs parents ont déjà créé un plan de vie pour eux. Hein. Oui, Tu vas aller à l'école, moi, je suis ton papa, j'ai déjà créé mon entreprise. Et c'est ce que beaucoup doivent faire pour leurs enfants, même si les parents n'ont pas fait pour vous. Il faut faire ça, aussi c'est vrai. pour vos enfants. C'est pour ça qu'il faut se préparer pour ça. Donc, par exemple, le plan de vie est là. Ton papa dit, pas à l'école. Une fois que tu as le bac, je te fais rentrer dans mon entreprise. Ou une fois que tu as le master, directement, tu viens dans mon entreprise, tu vas me remplacer en tant que DG ou PDG. Et ils ont déjà tracé leur vie. Les parents ont déjà fait ça. Donc, souvent, eux, généralement, ces personnes-là, rarement, ils loupent ça. Généralement, ils ne contournent pas, ils deviennent ce qu'ils veulent. Par contre, il y a certains qui n'ont pas un plan de vie défini. Ça, c'est vrai. Ils ont atteint un niveau de maturité dont ils n'ont pas le temps de vie bien défini. Et ce temps de vie qu'ils n'ont pas, qui est défini, voire qui est bien défini là, eux, ils doivent pouvoir définir ce plan de vie. Pour pouvoir définir ce plan de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, si tu n'as pas la maturité de définir ton plan de vie, il faut tout faire dans ta vie. Il faut avoir ce qu'on appelle tes conseillers. Même moi, dans ma vie, il y a deux conseillers. Mon premier conseiller, c'est le directeur du patrimoine général de Air Côte d'Ivoire. Mon deuxième conseiller, c'est une dame. Elle s'appelle Regina Bandé. Aujourd'hui, elle est directrice de communication à la CEDEAO. Quand j'ai des conseils à prendre, des trucs professionnels qui concernent même ma vie personnelle ou même ma vie professionnelle, c'est vers eux que je vais. Quand je dis telle chose, ils me donnent des conseils parce qu'ils ont vécu des choses professionnelles que je n'ai pas vécues. Donc, C'est ils ça. arrivent à me guider, à m'orienter. C'est pour ça qu'il faut avoir ces gens-là dans votre vie. Ça, c'est pour des gens qui ont une vie organisée, hein, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de vie organisée. Donc, eux, ils se réfèrent à leur instinct. Donc, ils se cognent toujours la tête, ils n'avancent pas. Tu n'es pas, en fait, il faut te mettre dans un environnement où tu te dis que je ne sais pas, je dois apprendre. Et ceux chez qui il doit avoir le savoir là, il faut que ce soit des gens qui soient expérimentés. Il y a des gens qui sont jeunes, qui sont expérimentés. Par contre, il y a plein de personnes qui sont âgées, qui ne sont pas expérimentées. Donc, il faut savoir aussi choisir, il faut avoir cette intelligence-là. Donc, il y a ces personnes-là avec qui je suis, qui me donnent toujours des conseils. Donc, ça me permet de pouvoir, si j'ai pris de mauvaises décisions, ça me permet de pouvoir réparer rapidement, voire d'éviter de prendre cette décision-là prochainement. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je Oui, veux je dire. comprends, je vois. Ça permet de ne pas pouvoir prendre. Donc, il faut avoir des gens comme ça dans ta vie. Ça, c'est extrêmement important, qui vont te donner des conseils, tout ça. Après, il y a ceux qu'on appelle des mentors spécifiques. Les mentors spécifiques, c'est qui? Ce sont des mentors, mais de ton métier. Ce pas des mentors de vie. Souvent, ils ne sont même pas des exemples dans la vie. Il y a des mentors qui ne sont pas des exemples dans la vie. Hein. Ouais. Ça, Mais c'est ils vrai. sont des exemples dans ton métier. Et eux, dans leur vie, là, c'est carrément, tu ne prends pas exemple sur leur vie. Mais tu prends exemple sur ce sur quoi ils ont réussi, que est leur métier.
Par exemple, il y a des gens qui ont eu un parcours brillant, aujourd'hui qui sont très bons dans leur métier. Donc, ce que tu dois prendre d'eux, là, c'est ce qui est bon. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au lieu de passer votre temps à critiquer les gens, il faut regarder leurs défauts, regardez leurs qualités et prenez leurs qualités. Laissez les défauts. Les défauts, ça ne vous intéresse. En fait, leurs défauts, c'est pour eux. Toi, là, tu as tes qualités, regarde tes qualités, regarde tes défauts et essaie de changer tes défauts en qualité. Eux, là, c'est les qualités qu'il faut prendre. Laisse les défauts. Ça ne t'engage pas, je ne les engage pas. Donc, il faut avoir des gens dans ta vie. Il faut avoir ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je parle toujours du choix de son environnement, de faire des bons choix, de savoir faire des choix, en fait. Tant que tu ne sauras pas faire tes choix de vie, tu auras des problèmes. D'accord. Même ta copine, il faut savoir choisir ta copine. Si tu choisis une copine qui vient te dire, chérie, allons-y tous les jours, donc chaque samedi allongé au bar, une chérie qui n'est pas capable de t'acheter un livre pour dire qu'il faut investir en toi, une chérie qui n'est pas capable de t'acheter un tutoriel ou de t'acheter un cours sur Udemy pour dire, chérie, il faut apprendre, mais elle fait quoi dans ta vie? Il y a pas de sens, en fait. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de sens. C'est pour ça que je dis, sur tous les plans, il faut que ton environnement t'aide à réussir. Parce que la réussite dans ton environnement, là, si tu veux réussir, il faut qu'il y ait des bonnes personnes dans ton environnement. Sinon, tu ne vas pas réussir. Tous ceux qui ont réussi, là, ils ont ces choses-là en commun. Ils ont eu de bonnes personnes, ils ont eu de bons montants, ils ont écouté les bonnes personnes. Aujourd'hui, ils ont atteint ce niveau-là. Et c'est là, en fait, le point qui est extrêmement important. Donc, cherchez qui est votre mentor. Les gens vont vous guider. Il y a des gens qui peuvent vous guider. Ils vous guideront. Maintenant, si on rentre dans le secteur du graphisme, vous savez, le problème c'est que moi, personnellement, difficilement, je peux donner le nom de certaines personnes, peut-être, qu'il faut forcément suivre, mais je ne peux pas dire qu'il ne faut pas suivre. Voilà, je ne cherche pas par là. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas suivre, mais je peux vous dire D'accord. qu'il faut suivre tout ça. Mm. Dans un premier temps, comme on a dit tout à l'heure dans les slides, il faut définir ses objectifs. C'est ça. Ça, ça c'est important. Je pense que tes objectifs, tu peux les définir de façon personnelle et tes mentors vont t'aider. Mais d'abord, le premier objectif, c'est qu'est-ce que je veux devenir. Il y a des gens, leurs objectifs, c'est de devenir un consultant international. Si c'est ça ton objectif, mon ami, il faut définir ça. Tu définis d'abord ton objectif. Quand tu finis de définir ton objectif, j'ai envie de dire l'objectif central, tu vas définir tes objectifs à long terme. Parce que tes objectifs à long terme vont te permettre d'atteindre ton objectif D'accord. central. Après, il faut définir tes objectifs à court terme. Il faut définir tes objectifs à court terme. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas bien. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, hein. Bon, moi, j'entends bien en tout cas. Donc, je pense que c'est sûrement un problème de réseau. Voilà. Ils confirment qu'ils entendent bien. OK, d'accord. Donc, après, il faut définir tes objectifs à court terme. Ce sont tes objectifs à court terme qui te permettent d'atteindre tes objectifs à long terme et tes objectifs à long terme te permettent d'atteindre ton objectif central. Une fois que ça c'est connu, c'est en fonction de ça que tu vas faire tes choix. Si tu dis que tu veux devenir un grand motion designer, mais forcément dans ta base de données, dans tes montants, tu vas prendre des motion designers. Exactement. Si par exemple, tu décides d'être un monteur vidéo, tu vas prendre forcément des gens qui sont dans le Montage montage vidéo. vidéo. Maintenant, après, pour ta vie personnelle, il faut prendre des gens expérimentés que je vais appeler des coachs de vie ou des coachs en développement personnel. Ce qui nous manque dans nos métiers, c'est le développement personnel. Ce n'est rien d'autre que ça. Ça nous manque beaucoup. Et quand le développement personnel te manque, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire, en fait. Tu vas penser que c'est Dieu qui ne t'aime pas ou c'est les gens qui sont autour de toi qui sont des sorciers, alors que ton vrai sorcier, c'est toi-même. Ton vrai sorcier, c'est toi-même. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de designers qui peuvent suivre. Il y a, il y a chose, comment il s'appelle là? Il y a Jean-Michel. Il y a Jean-Michel qui peut suivre. C'est quelqu'un de très talentueux, il peut le suivre. Jean-Michel Lemay? Il y a Jimmy. Il s'appelle Jimmy. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, je pense que sur Facebook, il s'appelle Jimmy. Ils Ok. peuvent le suivre. Il y a Samuel Lago que vous pouvez Mhm. suivre, qui est bien. Il y a
il y a chose, comment il s'appelle celui-là? Il y a Monsieur François, pour ceux qui veulent faire du montage vidéo, il y a Monsieur François qui peut suivre beaucoup, qui est aussi bien en tout ce qui est montage, tout ce qui est VF, effets spéciaux. Il y a aussi l'un de mes amis là, un ami, comment il s'appelle là, chose, Roland Fouda. Lui, il n'est pas trop, bon, lui, vraiment sur Internet, il n'est pas trop visible, mais il a quand même une page Facebook, il a un YouTube, vous pouvez suivre ces personnes-là. C'est des personnes que vous pouvez suivre. Maintenant, après, il faut que vous ayez des personnes d'un certain haut niveau. Vous comprenez? Ce que je dis un certain haut niveau, c'est des gars vraiment les Américains, les Français, certains qui ont atteint un niveau vraiment truc. Vous pouvez aussi suivre ces personnes-là. Mais il faut que eux, ceux que j'ai cités là, soient une trajectoire pour vous, en fait. Vous Ok. comprenez? Et il y a plein de personnes que peut-être même j'oublie. Il y a Wanda, il y a Wanda, lui aussi qui est très bon. Vous pouvez le suivre. Il y a plusieurs, en fait, il y a pas mal de personnes que je connais que vous pouvez suivre. C'est des personnes qui sont bien, tout ça. Vous pouvez les suivre. Ils vont vous donner de très bons conseils. Moi, je suis un mauvais exemple. Ne me suivez pas. Merci. Un mauvais exemple professionnel ou un mauvais exemple de vie? Bon, en vrai, moi, ça dépend de comment est-ce que vous-même vous me catégorisez. Moi, je ne me catégorise pas. Vous comprenez? Ceux qui vont dire, ah, c'est lui que je veux suivre, il n'y a pas de souci, ils peuvent me suivre. Ceux qui disent, non, je ne le suis pas, je ne vais pas le suivre. Ils ne vont pas Ouais, me ça c'est suivre, vrai. c'est tout. Voilà, donc ça D'accord. dépend. Voilà, merci. D'accord. En tout cas, avec ce que nous avons vu aujourd'hui, avec cette présentation, on dira que vous êtes quand même un bon exemple professionnel. Et je voulais rajouter à la liste Monsieur H, qui est un exemple aussi au milieu du graphic designer, à qui je fais un coucou. Merci pour la présentation la dernière fois. Et là, je vais poser Merci. une question Oui, de Ulrich allez-y. Kevin. Mhm. Ulrich Kevin qui demande comment tu fais pour savoir que tes objectifs spécifiques que tu as définis sont bons. En fait, s'il part dans les objectifs spécifiques, en fait, il faut Hmm, aller sur l'objectif central et puis tes objectifs sur l'objectif central. En c'est ça. fait, l'objectif central, ça vient, j'ai envie de dire, en dernière position après avoir fini d'apprendre à se connaître. D'accord. J'ai dit, il faut passer le temps avec soi-même. Ça, c'est vrai. Passez le temps avec vous-même. Arrêtez de passer le temps avec les autres. Passez le temps avec vous-même. Est-ce que souvent vous avez votre temps de tranquillité, votre temps seul, où vous arrivez à vous asseoir en disant que oui, oui, non, je veux faire ça, je veux faire ça. Comment je vais faire? Est-ce que vous vous posez les vraies questions? Le problème, c'est dans les questions que vous vous posez et dans le temps que vous prenez avec vous-même. Souvent, ayez de l'intimité avec vous. Assoyez-vous et puis parlez à vous-même. Allez-y vous mettre dans un endroit simple, bien, et parlez-vous, parlez à vous-même. Ayez le temps pour vous. Ça va décanter beaucoup de situations, ça va décanter beaucoup de questionnements si vous vous parlez à vous-même. Mais tant que vous n'allez pas vous parler à vous-même, moi, je ne peux pas vous dire que vos objectifs sont bons ou pas, parce que je n'ai pas fait un diagnostic. Je ne vous ai pas posé des questions. Parce que généralement, il y a des coachs qui le font. Hein. Ils ont un questionnaire en fonction des réponses. Ce sont des questions bêtes, hein, mais en fonction de tes réponses, il saura quel genre de personne tu es. Ça, c'est Et vrai. quelle est la posologie quelle est la posologie il doit mettre en place pour pouvoir peut-être te guérir de ta maladie. Vous voyez, donc ça, généralement, ça arrive en fait. Donc, ce sont des questions un peu spécifiques. Si la personne, peut-être, si je connaissais la personne, je pouvais répondre facilement à cette question en disant, voilà, pour toi, c'est bon, par contre, pour l'autre, c'est pas bon. Parce que le bon, ça dépend, hein. Ça dépend de la personne. Ça ne dépend pas d'autres choses, mais ça dépend plus de la personne, en fait. D'accord. Bon, j'ai une autre question. Oui, allez-y. On a parlé de freelance. Bon, il y a des cas de freelance et travailler en entreprise. Donc, Mhm. ma question est de savoir, pour être un spécialiste, faut-il se baser sur le freelance ou travailler en entreprise? Les deux. Les deux peuvent te permettre d'atteindre ces deux objectifs-là. Les deux. D'accord? Oui, les deux peuvent te permettre d'atteindre ces deux objectifs. En fait, ça dépend de ce que ça dépend de ce que tu te fixes comme objectif, en fait. Si, par exemple, tu décides d'être
comme tu l'as dit, d'être peut-être quelqu'un qui a un certain niveau, qui veut peut-être être coach ou qui veut être formateur et autres. Si tu travailles en entreprise, forcément l'entreprise peut te forger, mais ça va dépendre dans quelle entreprise tu es. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire quand tu atteins un certain niveau de vie, c'est toi qui dois choisir ton patron, c'est pas ton patron qui doit te choisir. Moi, il y a des patrons que je ne veux pas travailler avec eux parce que avec eux, je n'avance pas. En fait, tout n'est pas une question d'argent ni de salaire, hein, mais il y a des questions de quelle est l'inspiration que ton patron te donne. Il y a des patrons qui te. En fait, il y a des patrons, généralement, on les trouve méchants. Ça, je dis généralement, on les trouve méchants. Mais il y a des patrons qui te permettent d'atteindre un certain niveau. Parce qu'ils te mettent sur des choses et puis ils t'exposent. Il y a des gens qui n'aiment pas s'exposer. Il y a des patrons qui t'exposent. Même ils savent que tu n'as pas la connaissance qu'il faut, mais ils te mettent sur des projets très sensibles. Il te dit fonce. Et puis il te dit non, tu peux. Souvent, il te fatigue, il te dit non, ça, c'est pas bon. Il te fait des allers-retours, 10 000 modifications. Non, ça, c'est pas bon. C'est pas parce que ton travail n'est pas bon, hein. C'est parce qu'il veut t'emmener et aller loin dans ton travail. Exactement. Il y a des patrons comme ça. Il y a des patrons qui vont te dire bon, OK, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Il te met dans. Souvent, tu dis ah, il m'exploite. Mais c'est le jour où tu quittes dans son entreprise, que tu te retrouves ailleurs, que tu constates qu'il ne t'a pas exploité, qui t'a permis d'apprendre à te connaître et à te comprendre et à pouvoir être mieux en société. Par rapport à d'autres, par contre, eux qui t'exploitent, c'est un peu plus différent en fait. Maintenant, en freelance, pour être un freelancer, il faut être discipliné. La discipline, ça manque beaucoup en fait. En fait, on peut être bon, mais on n'est pas discipliné. Moi, je l'ai toujours dit, pour être freelancer, il faut être discipliné. Ça, c'est Ça, vrai. je vous dis la vérité. Pour être freelancer, il faut être discipliné. C'est quoi? Qu'est-ce que moi j'appelle la discipline? En fait, la discipline, c'est quoi? Il faut avoir un plan d'action de vie. Il faut avoir un plan d'action de vie que tu suis. Si tu dis, par exemple, tu as une thérapie, par exemple, si à 10 heures, tu as une thérapie, si tu dis à 10 heures, c'est-à-dire, toi, tu dois te réveiller à 5 heures, de 5 heures à 5h30, tu fais le sport. De 5h30 à peut-être À 6 6 heures, heures, tu parles à toi-même. Tu t'assois, tu prends le temps où le Dieu est calme, tu t'assois dehors, tu fais du yoga, tu penses à toi, tu penses à des trucs, tu te dis, ah, qu'est-ce que je dois faire? En fait, après, tu décris ta journée. Généralement, vous allez voir, il y a des gens, c'est leur journée qui les guide, ce n'est pas eux qui guident leur journée. Parce que ce n'est pas sur papier, rien n'est écrit. Quand il commence un freelance le matin, il est assis là. En fait, si toi, tu n'as pas de priorités dans ta vie, c'est les priorités des autres que tu feras. exactement. C'est la priorité des autres que tu feras. Si tu n'as pas de priorité dans ta vie, c'est pour ça qu'il faut définir tes objectifs journaliers. Et tes objectifs journaliers doivent être des objectifs qui te permettent d'atteindre tes objectifs à court terme, tes objectifs à long terme et tes objectifs à court terme et ton objectif central. En fait, toutes tes actions doivent être millimétrées à telle enceinte que les gens te trouvent bizarre. Moi, par exemple, on m'a toujours trouvé bizarre parce qu'on trouve que non, je suis peut-être incompris. Alors que ce n'est pas parce que je suis incompris. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis incompris. Ou c'est pas parce que pardon, je suis bizarre. Mais c'est parce que tout simplement, je fais des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir ni de faire. Exactement. Donc, tu es bizarre. Parce qu'en réalité, ceux qui sont disciplinés ne sont pas nombreux, hein. Ça, je ne cache pas et je vous dis la vérité. La discipline, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment chez nous. On n'est pas discipliné. En fait, on évolue comme ça. Tu vois, quelqu'un matin, il se réveille, il rentre dans la foule comme ça, le soir, il revient. C'est sa journée qui le dirige, c'est les gens qui le dirigent. Il n'a jamais le pouvoir sur lui-même. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait. C'est le cas chez beaucoup de personnes. Donc, que tu sois freelancer ou que tu sois en entreprise, tu peux atteindre tes objectifs. Ça dépend de ton fil conducteur. Une fois, ça dépend de ton plan d'action que toi-même tu mets en place. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, c'est bien compris en tout cas. Donc, ça serait à vous. J'espère que j'ai bien répondu à la question, hein, Oui, pour c'est le parfait. poser. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander à tous de poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse les poser. Donc, j'ai une autre question qui est toujours sur les jeunes qui commencent à se développer dans le graphisme. Quels sont les plus grands pièges mentaux qui freinent les jeunes designers aujourd'hui? La comparaison. D'accord? Ça freine beaucoup, la Mhm. comparaison. Vous savez, souvent je suis sur Facebook, j'ai honte, souvent.
Surtout, ça, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur, surtout en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les gens passent que le temps à se comparer. En fait, ils, ils ont que le temps pour se comparer, mais ils ont moins de temps pour, pour de la résilience, en fait. Ils ont plus de temps pour se comparer et ils ont moins de temps pour la résilience. La comparaison, elle doit être une comparaison constructive et productive. Exactement. Mm. Pas une comparaison pour s'insulter ou pour rabaisser l'autre. Parce que quand tu te compares à quelqu'un, en réalité, tu évolues en fonction de la personne. Ouais, c'est vrai. Si vous remarquez sur Internet, je le disais, s'il y a des personnes, quand ils mettent une technique en place. Bon, je ne vais pas dire technique. Ils font un truc. Ils décident de faire des podcasts. Dès qu'ils lancent les podcasts, vous allez voir les prochains mois, la majorité des graphistes vont commencer à faire podcast. Ça montre qu'il n'y a pas de créativité, en fait. Parce que tu peux, tu peux, toi, être dans ton métier, tu peux vouloir faire comme l'autre, mais ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. Il y a des gens, quand ils font, ça prend. Par contre, il y a des gens, quand ils font, ça ne prend jamais. C'est parce que ce n'est pas fait pour toi. Tu n'as pas les aptitudes pour pouvoir le faire. Donc, même quand tu le fais, les gens ne vont pas te suivre parce qu'ils ne sentent pas ça en toi. Il y a des gens qui ont tenté de lancer formation. Ils ont lancé. Les gens sont venus, les gens ne sont pas restés. Parce que tu n'es pas formateur, mon ami. Tu n'es pas formateur. C'est pas ton métier. C'est pas un truc prédit pour toi. C'est pas ta Donc, tu vas beau le faire, tu ne pourras pas exceller dedans parce que c'est pas pour toi. Ça, en fait, toutes les questions que les gens posent, là, si vous remarquez bien, ça revient à ce que j'ai dit au début, apprendre à se connaître. Ça gravite autour, hein. Ça gravite autour. Les gens ne se connaissent pas. Donc, ça, c'est un frein. Un deuxième frein, un deuxième frein, c'est le manque. Et ça, je répète encore, un deuxième frein, c'est le manque de mentors. Ça, c'est le deuxième frein. C'est le manque de mentors. Et voir de bons mentors, pour ne pas dire des conneries, mais de bons mentors. C'est bien d'être dans son métier, c'est bien d'être bien dans son métier, mais il faut avoir des mentors. Je ne Exactement. dis pas forcément d'avoir des mentors ivoiriens, tout ça, ou trucs africains, mais tu peux avoir des mentors à l'international. Aujourd'hui, il y a des plateformes aujourd'hui, même que quand tu prends Béance, sur Béance, tu peux avoir des mentors sur Béance, tu peux discuter avec eux, tu peux envoyer tes clients, ils vont critiquer, tu peux faire pas mal de choses. Il y a des mentors là-bas qui ont atteint un niveau que peut-être nous-mêmes, on n'a pas encore. Le pays même n'a pas. Et ils ont atteint ce niveau-là. Donc, eux, avec eux, tu peux espérer vraiment évoluer. Tu peux espérer évoluer. Deuxièmement, troisièmement, il y a la sincérité. Les gens ne sont pas sincères. En fait, ils voient ta créa, ils font semblant. En fait, ils ne corrigent pas ta créa, ils se moquent de ta créa. Ça, c'est beaucoup. Et Ouais, c'est vrai. moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont créé des groupes pour se moquer des créas de leurs amis. Oui, Bon, de vous à moi, moi, je suis réaliste dans ce que je dis, hein. Je parle avec des faits. Vous-même, avec ça, vous pensez que quelqu'un, un jeune, ça ne va pas réduire sa créativité, voire sa productivité. Parce qu'il s'est dit quoi? J'envoie des trucs, vous vous moquez de moi. S'il n'est pas fort d'esprit, mais il va abandonner. ouais, c'est vrai. Parce que vous passez tout votre temps se moquer, à vous moquer de lui. Et ceux aussi qui se moquent souvent, tu as comme l'impression qu'ils n'ont rien à faire. J'ai l'impression qu'ils cherchent du travail. Parce que pour moi, on se moque pas de quelqu'un qui est en train d'apprendre. Même le plus fort, s'il fait une créa qui est vilaine, il ne faut pas te moquer de lui. Peut-être à cette étape-là, il n'a pas su faire. Ça arrive. Ça, c'est un frein. Ça, c'est un gros frein aussi pour les jeunes. La moquerie des mentors, de ceux qui doivent être vos mentors là. Au lieu de vous aider, ils se moquent de vous. Ça, c'est un gros frein aujourd'hui à l'évolution. Troisièmement, l'un des gros freins, vous savez c'est quoi? C'est les finances, la gestion financière. Il y a des gens qui ont eu la chance de faire une créa, on les a donné 800 000, ils prennent 800 000 pour aller chercher femme.
Parce qu'il n'a pas de plan de vie financier. Il ne dit pas que, bon, j'ai 800 000 aujourd'hui, mais je ne veux pas avoir 800 000 demain. Je ne veux pas avoir 800 000 après-demain. Comment je prépare ces 800 000-là à l'étape suivante? Donc, il faut acheter du matériel. Il faut acheter des formations. Parce que tu sais que tu as atteint un niveau. Mais si toi, dès que tu gagnes 800 000, tu vas en boîte, c'est toi qui sors avec 2 go, tu vas louer voiture, Range Rover à 100 000 francs par jour pour faire 3 jours à 300 000 francs. Mais, mon ami, en fin de compte, tu fais quoi de ta vie? Parce qu'il faut tenir compte de tout ça. Oui, oui. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu peux utiliser tes compétences en design graphique pour être stable financièrement? Construire une maison pour toi, construire une maison pour tes parents, aider tes parents et toi-même avoir une vie stable où tu es capable de prendre ta valise pour aller faire vacances en France, pour aller faire vacances aux États-Unis. Si le graphiste te permet de faire ça, toi, tu as réussi. Parce que pour moi, je ne dis pas que c'est seulement ça la réussite, mais il faut que toi, tu dises qu'aujourd'hui, là, je vais faire vacances, je vais faire des vacances. Tu es capable de prendre 5 millions pour aller faire vacances. Mais au lieu de passer son temps à se comparer sur Internet, si tu n'es pas capable de faire ça, ferme ta bouche et puis reste dans ton coin et puis travaille sur toi. Exactement. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Là, on a Sako qui pose un problème. Il dit qu'il est nouveau dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et en tant que créateur de contenu digital, il a du mal à faire ses premiers prospects. Donc, comment faire pour gagner facilement des prospects? Bon, d'abord, s'il est nouveau, il faut qu'il mette en fait en avant ce qu'il fait. Parce que j'ai envie de dire, il faut que tu mettes en avant ce que tu fais. Et après, il faut avoir une stratégie de prospection. Hein. Je ne sais pas il est dans quel pays, mais les stratégies, ça dépend des pays. Il y a des pays où pour avoir les marchés, ça ne vient pas avec toi, il faut aller. Il y a des pays où c'est recommandations. On te recommande, en fait. Il y a des pays comme ça. Donc, quand tu es nouveau dans le design ou dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir faire tes preuves avec les petits marchés. Il y a des marchés même qu'il faut faire gratuitement. Ça, je le dis et j'assume. Ça, je le dis et j'assume. Il y a des marchés qu'il faut faire gratuitement. Et puis, un truc important, arrêtez de vous limiter à la Côte d'Ivoire. Ce que les gens ne savent pas, les pays que vous négligez, surtout vous les Ivoiriens, vous avez négligé les pays. Quand on lui dit, hey, mon ami, il faut partir en Guinée, il a parti faire quoi là-bas? Il faut partir au Mali, non, va au Burkina, oh, il a fait quoi là-bas? C'est là-bas que se trouve l'argent. Je vous dis la vérité, c'est là-bas qu'il y a l'argent. Là-bas, là, ils payent quand même bien les gars, parce qu'il y a des pays où ils ne connaissent pas le métier. Moi, j'ai visité certains pays où je sais que les gars ne connaissent pas ils connaissent même pas les métiers. Donc, quand toi, tu viens, tu fais un petit truc, on trouve que tu es trop fort. Donc, les entreprises sont obligées de courir derrière toi. Alors que dans ton pays, là, tu n'es pas roi. On ne court pas derrière toi là-bas. Mais quand tu pars dans d'autres pays, on court derrière toi. Tu vas faire quoi? Il faut partir où on court derrière toi là. Tu as un peu. Tu as le construire. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu. Allez-y sur Facebook, faites un sondage. Tu demandes à plusieurs graphistes, tu rêves d'avoir combien comme salaire? Les gars, ils vont te dire 1 million, 2 millions. Ceux qui vont te dire 300 000 ne sont pas nombreux. Ceux qui vont te dire 800 000 ne sont pas. Tout le monde aspire à avoir des millions. Mais est-ce que tes compétences, on peut les payer en millions? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Si tu veux avoir un million, là, il faut avoir les compétences qu'il faut. Il y a plein de pays. Il y a la Guinée. Il y a la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, vous n'aimez pas partir là. Moi, je suis parti en Guinée-Bissau, mais j'étais stupéfait. C'est la Côte d'Ivoire qui gère la Guinée-Bissau pour ceux qui ne savent pas. Mais quand tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée ou bien au Sénégal, tu leur demandes quels sont les pays où je peux aller m'implanter en fonction de ton métier. Ils vont te dire qu'il faut partir en Guinée-Bissau. S'il y a des Bissau Guinéens, ils vont vous témoigner. Que ce soit les routes de la Guinée-Bissau, c'est la Côte d'Ivoire qui fait, c'est le bien-être qui est là-bas. Allez-y, vous allez voir, ce sont des pays avec beaucoup d'opportunités. Mais les gens n'aiment pas partir là-bas. Les pays comme Gambie, mais il faut aller aussi dans des pays qui sont stables. Hein. N'allez pas dans les pays où il y a toujours la guerre. Mais Guinée-Bissau, c'est un pays stable. Il y a beaucoup de pays qui sont stables. Si vous partez là-bas, vous allez vous en sortir. Vous voulez rester dans fraîcheur, vous voulez rester en Côte d'Ivoire, ou bien vous voulez forcément aller en France ou aux États-Unis. Là-bas, c'est saturé, mes gars. Il faut avoir un niveau pour pouvoir aller affronter là-bas. Maintenant, si tu vas aller affronter, il faut être prêt financièrement parce que tu as passé du temps pour apprendre, tu as fait stage, tu as reprendre ta vie. Et puis après, tu vas avoir un niveau. C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui savent faire ce sacrifice. Par contre, d'autres, non. Si tu es déjà marié, tu as des enfants, tu ne vas pas te permettre ça. Mais si tu es celui, ça peut passer. D'accord, coach. Merci. Bon, j'ai une question spécialement pour vous.
À quel moment vous êtes dit que le design sera votre pouvoir? Ça, c'était d'abord, c'était dans l'AMC. D'accord? Je ne vais pas cacher, c'était dans l'AMC, l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout le monde connaît l'AMC, que tu sois musulman ou pas, je pense que les gens connaissent. C'est là-bas que j'ai senti beaucoup plus ça, en fait. C'est beaucoup plus là-bas. Puisque on me disait, non, on va te donner, c'est à moi qu'on donnait beaucoup plus de travaux, que ce soit des conceptions graphiques. Au début, dans mes débuts, on me donnait beaucoup de travaux là-bas. Donc, du coup, j'ai senti que j'avais ma place dans le design, mais pas dans la conception, parce qu'il faut pouvoir distinguer les choses. J'ai senti que j'avais ma place dans le design, mais pas dans la conception. D'accord? J'ai senti que ma place là, c'était dans le design, mais dans la formation. Et moi, avant de mettre coach Imran Ouseni sur ma page, je suis allé me former. Je suis allé apprendre à être coach. Ça s'apprend aussi. Je suis allé apprendre à être coach. Je ne me suis pas donné ce titre-là. Je n'ai pas fait ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inventer des titres, en fait. Il faut savoir de quoi tu parles. Je suis allé apprendre. Je suis certifié coach. J'ai une certification qui prouve que je suis coach. Je suis allé apprendre à faire du coaching. C'est pour ça que j'ai mis. Et je pense que j'ai fouillé en Afrique. Je n'ai pas vu quelqu'un qui... Quand j'ai commencé au début, j'ai fouillé en Afrique. Peut-être que la personne, il n'est pas connu. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit que moi, je suis coach. Je suis coach en design graphique. Peut-être c'est tout dernièrement que j'ai commencé à voir, mais je n'avais pas vu au départ qu'il y avait des gens qui ont dit non, qu'ils sont coach, ils sont... Non, 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 non. Je n'ai pas vu ça. Vous comprenez? Donc, moi, je l'ai senti. C'est vrai qu'au départ, comme je disais, il y avait mon maître qui me donnait des cours à donner. J'ai senti que l'enseignement, ça allait aller. Mais après, j'avais perdu ça. Mais finalement, j'ai commencé à faire un peu, un peu. Et les difficultés de la vie m'ont permis. J'ai eu des difficultés dans ma vie. Hein. Et les difficultés financières que j'ai traversées, c'est ce qui m'a permis aussi de me réaliser. J'ai commencé à donner des cours à domicile. Et les cours à domicile, c'est de l'enseignement, c'est de la formation. J'enseignais. Je partais chaque soir donner cours à des élèves. Je gagnais un peu d'argent là-bas. Donc, avec tout ça, j'ai commencé à enseigner dans les trucs dans les petits trucs, tout ça. Sans oublier que j'enseigne aussi l'arabe. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, j'enseigne ça. J'enseigne l'arabe. Donc, que ce soit dans les cours de formation islamique, j'enseignais. J'enseignais également dans la mosquée de mon quartier. Donc, tous ces éléments-là ont contribué en fait à mon évolution dans le coaching et également dans la formation. Vous voyez, ça m'a permis vraiment de tout. Donc, c'est à partir de là que j'ai senti que je vais exceller dans la conception graphique, mais je ne vais pas exceller dans l'exécution. Je vais exceller dans la formation. C'est pour ça, aujourd'hui, tous ceux que vous connaissez, qui me connaissent, quand ils me définissent pas en tant que graphiste ou designer. Sinon, à la base, je suis motion designer. Mais les gens me définissent rarement en motion design. Les gens me définissent en tant que formateur. C'est ça ma signature. Et c'est ce que j'ai imposé dans mes actions et dans mes actes, bien sûr. Non, venez Et même j'ai à ce vu, niveau-là. Bon, je vous laisse terminer, je vous laisse terminer. ok, et j'ai vu une question qui passait en bas. Je n'ai pas été, en fait, il faut reconnaître qu'il y a une partie où c'était, bon, j'ai envie de dire c'était du mensonge, mais c'était ambitieux. J'avais mis coach formateur international en design. J'étais que en Côte d'Ivoire, c'est là-bas que je formais. Mais ça, moi, il y a des gens qui ont payé, moi, j'ai réussi à avoir des gens qui ont payé mon billet d'avion pour envoyer dans des pays pour aller former, pour aller animer des conférences. Aujourd'hui, je fais partie du conseil scientifique pédagogique au Sénégal. Chaque année, je vais une fois au Sénégal par an pour un événement où on a presque tous les trucs. Et il y a plein de ministres sénégalais devant qui j'ai fait des conférences. Les conférences même sont sur ma page. Parce que j'ai animé même une conférence devant Macky Sall sur la pédagogie, le président sénégalais. Le président sénégalais. L'ancien président sénégalais. L'ancien président sénégalais, vous comprenez, j'ai animé, il était là. Et il y avait des ministres avec qui, des ministres aujourd'hui de Sanko, avec lesquels j'ai animé des panels. Et j'étais dans ces panels-là, j'ai animé, j'ai fait des conférences sur la formation, comment aujourd'hui la formation doit changer, tout ça. J'ai fait des débats, des causeries, débats. En fait, j'ai fait des trucs, mais j'ai commencé un peu.
Mais j'avais une ambition, c'était aller à l'international. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, j'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de pays où j'ai formé, j'ai animé des conférences, où je donne même des cours. Aujourd'hui, je donne des cours dans des établissements en Europe, mais étant chez moi, je donne des cours. Actuellement, je n'ai pas commencé. Généralement, c'est toujours les deuxièmes modules que je prends, mais j'ai des écoles où je forme en France. Il y a des écoles où je forme en Belgique, des écoles privées où je donne des cours, tout ça. Ça existe. Donc, dis simplement que j'ai commencé un peu. Mais ne pas avoir honte, en fait. Il faut avoir des objectifs. Quand tu as des objectifs, tu vas aller percer ce mystère-là. Et tu vas trouver ta place. Tout le monde aura sa place, mais il faut savoir où tu pars. Et pourquoi tu pars là-bas. D'accord? C'est super ça. Donc, ça, c'est peut-être pour éviter que tu répondes à la question, reprennes la question. Oui, oui. Je n'ai pas formé, j'ai formé dans. Si vous partez sur mes pas, vous allez voir des conférences que j'ai animées au Maroc, des conférences que j'ai animées dans beaucoup de pays, en fait. D'accord. Donc, j'avais une question. Maintenant, là, vous Oui. êtes plus basé coach formateur. Donc, la dernière fois que vous avez fait un visuel, c'était quand? La dernière fois que j'ai fait un visuel, Ouais. même hier, j'ai fait un visuel. Je continue de faire des visuels. Hein. Des Même visuels pour les hier. jeunes ou des visuels pour des entreprises, pour... Non, en fait, les visuels pour les entreprises, je les fais rarement. Je fais beaucoup plus de visuels pour certains ministres avec lesquels je travaille. Oui, eux, je fais des visuels beaucoup plus institutionnels. D'accord. Par contre, je suis directeur artistique dans certaines entreprises où je pars, et je suis directeur artistique pour certains projets. Il y a des projets où on me prend pour des trucs de direction artistique. Et puis après, il y a pas mal, que ça peut être des banques, des trucs, tout ça. J'ai travaillé sur beaucoup de campagnes aussi où j'ai géré la direction artistique, tout ça, en partenariat avec certains studios de création qui sont à Londres, tout ça. Donc, je n'ai pas abandonné forcément. Je fais toujours du motion design pour des activités, tout ça, pour des trucs. Je le fais, je n'ai pas abandonné. Mais je le fais plus à une certaine cadence comme auparavant. Auparavant, je faisais beaucoup, mais là, j'ai un peu beaucoup plus arrêté. Mais en fait, les contrats que je prends sont assez spécifiques. Il y a des contrats que je ne prends pas. Qu'on me donne, j'ai pas mal de personnes que je connais à qui je remets ces contrats-là. Mais il y a des contrats que moi-même je suis obligé de faire parce que c'est souvent ma touche qui veut. D'accord. Mais il y a des contrats où je ne fais pas, je donne. Je recommande des personnes qui gèrent ça. Souvent aussi, ce sont des occupations parce que là, je suis en train de travailler sur un projet, la maquette pédagogique d'une école qui veut former en andralogie. Et l'école se trouve au Rwanda. Donc, on est en train de travailler là-dessus, tout ça. Donc, ça, ce sont des projets beaucoup plus techniques, quoi. D'accord. Donc, merci, Monsieur Imran. J'ai Aujourd'hui, on entend beaucoup vous dire infographiste, graphic designer, directeur Hum. artistique, beaucoup de noms. C'est quoi la différence entre ces noms-là? Et c'est quoi les étapes? Donc, c'est quoi les niveaux? Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que design graphique, c'est en anglais, c'est D'accord, infographie en français. exactement. Donc, lorsqu'on dit infographie, c'est pas un métier, c'est un domaine. Parce que les gens confondent métier et un domaine. Infographie, c'est pas un métier, c'est un domaine. Si on veut prendre de façon hiérarchique, en fait, on prend d'abord communication. La communication, c'est un domaine dans lequel il y a des métiers, voire il y a des expertises d'un point de vue thématique. Quand vous prenez communication, il y a communication pour le développement. Ça, c'est la com. Mais c'est axé sur une thématique précise. Il y Exactement. a ce qu'on appelle la communication de crise. C'est la communication, mais c'est axé sur certains principes. Exactement. Il y a la communication de marque. Il y a la communication, il y a la communication visuelle. Donc, il y a plusieurs types de communication. C'est dans la communication visuelle que on a l'infographie. Donc, on a les métiers de l'infographie, on a les métiers de l'audiovisuel. C'est dans les métiers de l'infographie qu'on trouve les infographistes PAO. Infographiste PAO, quand vous prenez à l'intérieur, il y a infographiste online. Quand vous prenez un infographiste offline, c'est un infographiste qui est orienté généralement imprimerie.
Ouais. C'est eux qui préparent les fichiers pour des DTF, c'est eux qui préparent tout ce qui est fichier pour l'impression, pour Les les fichiers impressions, bruts. tout ça. Voilà. Après, on a les infographistes online qui travaillent sur des projets qui sont orientés digital. C'est eux qui généralement font des visuels, des calendriers éditoriaux. C'est eux qui font tous ces trucs-là. Après, on a l'infographiste 360 degrés, lui qui est en même temps offline et online. C'est généralement ceux-là qu'on appelle infographistes PAO, en fait. Ensuite, on a ceux qu'on appelle des illustrateurs. Eux, c'est des infographistes, mais ils sont illustrateurs. C'est des spécialistes en dessin. Il y a des infographistes qu'on appelle des choses qui font ce qu'on appelle de l'isométrie. C'est des infographistes. On a des infographistes 3D. On a des motion designers. Même dans motion design, il y a plusieurs catégories de métiers. Il y a Ouais. motion graphique, il y a vidéo spécialiste en vidéo interactif, il y a chose motion, il y a ceux qui font le motion design, mais en isométrie. Ils font Ouais. l'isométrie. FX. Il y a plusieurs métiers. Après, quand vous revenez, il y a ceux qui font du brand identity, les spécialistes en tout ce qui est charte graphique, logo, identité visuelle. C'est des infographistes aussi. Il y a des UX designers et des UI designers. C'est des infographistes. Mais ils sont dans ce métier-là, en fait. Vous comprenez? Après, quand vous prenez, il y a plusieurs. Il y a certains mecs que je n'ai pas cités. Il y a des graphistes, il y a des infographistes retail, il y a plusieurs. Après, vous prenez dans le dos visuel, il y a des monteurs vidéo, il y a des choses, comment on les appelle? Il y a plusieurs métiers. En fait, il y a beaucoup de métiers dans chaque. Donc, j'ai envie de dire que maintenant, directeur artistique junior, senior, ça, c'est des profils de carrière. OK. Que l'on les appelle des profils de carrière. Vous comprenez? Quand vous prenez par exemple un directeur artistique, c'est un profil de carrière en fait. C'est vrai qu'il y a une formation destinée à ça, mais c'est un profil de carrière. Ça veut dire que tu quittes à une étape pour aller à une autre étape. Donc, tu peux être directeur artistique en motion design, tu peux être directeur artistique en infographie, tu peux être directeur artistique dans plusieurs expertises en infographie. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, ça va. Donc, il y a des différences en fait. Il y a profil de carrière et il y a métier, c'est pas pareil. Et il y a domaine aussi également. D'accord. D'accord. Là, on a Jean Privat-Oku qui dit, je veux savoir comment mieux m'orienter ou me diriger vers celui de DA, donc vers le métier, vers le profil de carrière de directeur artistique. Pour savoir si Ok. j'utilise le bon chemin. On me dit souvent que je vais me disperser, vu que je suis graphiste, photographe et monteur vidéo, où je continue de me former encore. Donc, dans l'ensemble, je suis un grand passionné dans cet univers et je me sens carrément à l'aise. Je pense que sa question serait de savoir s'il suit le bon chemin. Non, la polyvalence, c'est pas un mauvais chemin. Selon ce qu'il a dit, il est polyvalent. La polyvalence, c'est pas un mauvais chemin, mais il faut l'encadrer. Sinon, à un moment donné, tu apprends tout et en vrai, tu n'apprends rien. Exactement. Voilà. Donc, la polyvalence, c'est pas mauvais, mais il faut pouvoir l'encadrer. Et l'un des éléments les plus importants, en fait, lorsque tu es polyvalent, il faut avoir un secteur d'expertise précis. C'est comme tu entends des gens, ils te disent, oui, lui, il est motion designer. Ça, c'est son expertise à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'infographie PAO. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de montage vidéo pur. Il le fait. Mais pour lui, ce n'est pas son secteur d'expertise. Ce n'est pas là-bas qu'il est expert, en fait. C'est pour ça qu'il faut que lui, en fonction de sa vision, en fonction également de ses aptitudes, il faut qu'il définisse, en fait, son expertise, son secteur d'expertise, ou dans le secteur dans lequel il se trouve beaucoup plus à l'aise, dans lequel il veut atteindre le haut niveau. En fait, c'est ce qu'il doit définir d'abord. Une fois qu'il définit ça, il peut après avoir des métiers transversaux. Parce que quand tu es motion designer, normalement, il y a des trucs en design graphique que tu dois, il y a des métiers, il y a des trucs en design graphique que tu dois pouvoir le faire. Que Exactement. tu dois pouvoir faire, bien sûr. Donc, tu dois pouvoir lier After Effects, Adobe Illustrator. Tu dois pouvoir travailler dans Illustrator pour envoyer tes cartes en After Effects. Dans After Effects, pouvoir faire tes compositions. Il y a beaucoup de choses que tu dois pouvoir faire. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, Ouais. par exemple, quand vous partez sur ce taxe-là, la polyvalence, elle est importante parce que tu ne vas pas dépendre forcément d'un infographiste. Mais il faut avoir un secteur d'expertise. Moi, je n'appelle pas ça être dispersé tant que tu pourras encadrer, c'est pas être dispersé. Mais c'est quand tu n'es pas, c'est pas encadré que tu es dispersé, en fait. Donc, il faut qu'il essaie de résoudre peut-être cette partie du problème-là, où il va pouvoir se circonscrire dans une expertise précise
Et puis le reste, ça serait juste des métiers connexes, voire annexes à son métier, dans lequel il pourra avancer. Mais aujourd'hui, c'est primordial d'être polyvalent, hein. Les entreprises ne recrutent pas des gens qui ne sont pas polyvalents. Exactement. Donc, c'est pas vraiment mauvais, mais il faut qu'il encadre ça. D'accord. On va prendre la dernière question de Sylvain Somo, qui est communicant. Il dit, après l'université, j'avais pour objectif de devenir communicant institutionnel, devenir expert et consultant. Tout était tracé avec des plans clairs, des mentors. Aujourd'hui, je me retrouve graphiste et entrepreneur à temps plein. J'ai toujours mon plan tracé, mais le graphisme consomme trop mon temps. Et surtout, proche d'une ministre de la République. Comment se remettre sur mon chemin où ça fait partie de mon plan? Ça fait pas forcément partie de son plan, mais j'ai envie de dire c'est un raccourci. Voire j'ai envie de dire c'est un secteur qui va lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs également. En fait, aujourd'hui, si tu maîtrises la communication institutionnelle, tu es bien en communication institutionnelle. Quand une entreprise veut te recruter, qu'elle voit que tu as des compétences en infographie, elle te recrute facilement que quand tu n'as pas de compétences en infographie. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a expliqué son histoire où il me disait que lui, il a loupé un emploi où on devait le payer à pratiquement 2500 euros en Afrique, hein. On devait le payer à 2500 euros. Il a loupé parce qu'il ne maîtrisait pas l'infographie. Ils ont demandé un responsable de communication, mais ils ont dit dans la fiche de poste qu'il doit maîtriser l'infographie. Donc ça, il n'a pas pu avoir le poste parce qu'il ne maîtrisait pas l'infographie. Donc, connaître l'infographie, ça serait un atout pour lui. Mais il faut qu'il arrive à définir son plan d'action. Sinon, au même moment qu'il va penser qu'il est en train de suivre sa trace, souvent, il est en train de quitter sur ses objectifs, selon lui tracé et clair. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Donc, numéro un, il faut qu'il revienne sur ses pas. Quand il dit revenir sur ses pas, c'est que être proche d'une ministre dit que tu es dans un environnement de communication institutionnelle, Exactement. selon ce qu'il a dit. Tu es dans un environnement, mais le problème, c'est que tu ne fais pas de la communication institutionnelle, mais tu fais plutôt de l'infographie, mais dans la communication institutionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que lui, s'il tient à rester avec la ministre, il faut qu'il s'arrange, bien sûr, à faire quoi? À avoir un plan de carrière dans le ministère. Mais il faut que ça soit défini. Mais s'il est en Guinée, c'est mort. Pourquoi? Je dis la vérité, hein. Je connais le pays là. S'il est en Guinée, c'est mort. En Guinée, les plans de carrière, c'est difficile de les avoir. S'il est en Guinée, c'est mort. Vous allez voir des gens qui font 10 ans dans une entreprise, ils ont le même salaire, ils ont le même poste et ils sont à l'aise dans ça. Les gens n'ont pas le système. Ici, non, en Guinée, ça n'existe pratiquement pas. Le système d'upgrade. Les gens ne connaissent pas ça ici, hein. Ici, tu vas voir quelqu'un. Ici, on rétrograde les gens. Tu vas voir quelqu'un qui est ministre, on enlève ministre, on le met chef de cabinet. Un jour comme ça, on enlève ministre, dans 2 mois, on fait un autre point, il devient chef de cabinet. Ici, on rétrograde les gens. Au lieu de les faire évoluer, on les rétrograde. Le plan de carrière ici n'est pas respecté. Je connais très bien ici. C'est pas respecté. Les gens ne connaissent pas ça. Même le gouvernement ne respecte pas ça. C'est pas les petites entreprises privées qui vont respecter. C'est pour ça aujourd'hui, l'évolution dans une entreprise, ce sont des entreprises, les multinationales, où on sent de l'évolution en termes de carrière. Mais si toi-même, tu ne te forces pas, tu ne te formes pas, tu ne définis pas ta carrière, tu ne trouves pas en fait un environnement qui est adapté à ça, tu vas te tuer. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Généralement, on apprend, on est majoritairement des autodidactes. Il y a 90% de ceux qui ont fait de l'infographie, qui sont infographistes, ne sont pas des gens qui ont, qui ont appris l'infographie à l'école. C'est des gens qui ont fait Exactement. sociologie, c'est des gens qui ont, d'autres, il y a d'autres qui ont fait développement d'applications mobiles, il y a d'autres qui ont fait des trucs, et ils se retrouvent en tant qu'infographiste. Cette catégorie de personnes-là, arrivées à un niveau, ils ne peuvent plus avancer. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle chez les autodidactes le plafond de verre. C'est le niveau que tu ne peux pas dépasser tant que tu ne pars pas à l'école. En fait, tu veux là, faut tout faire, tu ne pourras pas dépasser. Tu pourras dépasser que dans 2 cas. Le premier cas, si tu te formes sur des plateformes comme les Udemy, les trucs, ça va te faire changer beaucoup de choses.
Deuxièmement, si tu as des techniciens à proximité, c'est-à-dire des bons techniciens qui ont appris, si tu les as à proximité, tu peux te développer. Maintenant, ton développement aussi dans un environnement comme ça reste encore truc si tu n'es pas dans un pays où ton secteur est industrialisé. Ça, c'est un frein. Hein? Ouais. Je vais vous dire pourquoi c'est un frein. Pour ceux qui... Remarquez bien, il y a des gens qui aiment regarder les tutoriels sur YouTube. Souvent, vous regardez des tutoriels, vous avancez jusqu'à arriver à un moment où tu es bloqué. Il a utilisé quelque chose dans son logiciel que toi, tu n'as pas dans ton logiciel. Ce n'est pas parce que tu as la version payante ou tu as la version gratuite. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement parce qu'il travaille dans une entreprise qui a fait développer un module externe que eux seulement ont la licence. Toi, tu ne peux pas avoir. Donc, tu es bloqué, tu ne peux pas faire le boulot là. Donc, un pays non industrialisé aussi crée des limites chez les créatifs. Parce que tu ne peux pas avancer. Je vais vous donner un exemple. Les caméras là, les caméras, les Red, les Red, les Black Magic, tout ça. À quel moment nous on a la nouveauté de Black Magic chez nous ici? C'est quand ils finissent d'utiliser 5 ans après. Il y a des caméras qui ont utilisé 5 ans après. Nous, c'est nouveau chez nous ici. Et il y a 5 ans, ça existait déjà. Bon, vous vous attendez à quoi? Vous expliquez que ces gens, on peut les dépasser. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas. C'est pour ça que quand on atteint notre plafond de verre, vous allez voir qu'on ne peut pas avancer. On reste à ce niveau-là, on ne bouge pas. Donc, tu es obligé d'aller chez eux là-bas, aller acheter des formations, te former dans les vraies universités et revenir. Surtout en Afrique francophone, même, c'est encore grave. De un, on n'aime pas lire. De deux, les meilleurs livres dans notre secteur. Les meilleurs livres dans notre secteur, c'est en anglais. Ouais. Si tu ne parles pas anglais, tu veux passer à la tradition, ça devient une trahison. Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Le plus gros problème, c'est l'industrialisation. On a un problème d'industrialisation. Ça, c'est une réalité. Même aujourd'hui, tout ce qu'on utilise, c'est des choses qui sont importées. Même les couleurs qu'on utilise. Regarde les logos. Quand on dit logo, fait un logo typiquement africain. C'est quelle couleur on utilise? Marron, belge, noir, et j'en passe. Un peu de rouge. Orange. Orange. Quand tu demandes la signification, on te dit quoi? Non, le marron, c'est la terre, c'est le teint. Le noir, c'est la couleur de la peau. Mais attends, il faut aller chez nos parents. Les Akans ou les trucs, ils ont la connotation de leur couleur. Les Sonoufos, le rouge, de la manière que les Sonoufos, comment on appelle ça même? Les Sonoufos ont une connotation du rouge là. C'est pas comme ça chez les Adjoukou. C'est pas comme ça chez les BT. C'est pas comme ça chez les. C'est une réalité. Mais on n'est pas là, on ne s'assoit pas pour dire, c'est pour ça qu'il dit, tant qu'on ne se met pas ensemble là, on va avoir de sérieux problèmes. On ne se met pas ensemble pour dire, ah, parmi nous, il y a des gens qui ont la tête. Est-ce qu'on ne va pas créer des trucs pour aller dans des villages, aller comprendre comment les gars font? On va créer des livres techniques. C'est les livres d'histoire qu'on crée en Afrique. Tu vois, tous les livres que les gens, c'est les livres d'histoire. Il n'y a pas de livres techniques. Les gens se lèvent, non, moi, tu vois les livres même qu'on lit à l'école. Phrase de Binto, l'ordonnance. C'est ce genre de livres-là. Aucun livre technique. On se chamaille pour un siège. Les livres où c'est des histoires qu'on raconte dedans, des livres, tous les livres qu'on étudie, c'est comme des feuilletons brésiliens. On connaît le début et la fin. Ouais. Bon, on s'attend à quoi? En tout cas, merci Coach Imran. Je pense que là, notre interview tire à sa fin. Il y a eu trop de questions. Moi, je suis fatigué. Oui, il y a énormément de questions et puis on a vu que vous êtes un expert dans le domaine, ça c'est déjà bon. Je pense on aura le temps de répondre à d'autres questions, mais en offre. Comme ça, on pourra faire des sujets pour partager à tout le monde et faire du contenu sur les différents canaux. Donc, Coach Imran, en 1 minute chrono, on va vous demander de dire votre mot de fin et aussi d'encourager un jeune qui veut venir au graphisme. Mon mot de fin, en fait, c'est de dire aux gens, surtout aux graphistes de Côte d'Ivoire, ça c'est un appel aux graphistes de Côte d'Ivoire en particulier et aux graphistes en général, de se mettre ensemble. Tant que ça là, ne va pas arriver, ne sera pas une réalité, on ne va jamais avancer dans ce métier-là. Parce que le fait de se mettre ensemble là, ça nous permet d'avoir pas mal de choses que les autres n'ont pas. Ça nous permet d'avoir beaucoup de choses. Ça nous permet d'avoir des financements. Ça nous permet d'avoir même des trucs avec Adobe qui nous permettra également de mettre notre pays, la Côte d'Ivoire,
dans dans tout ce qui est cloud, tout ce qui est... les graphistes doivent pouvoir faire ça. Aujourd'hui, pour acheter Adobe, tu es obligé de passer par un revendeur parce que notre Exactement. pays n'est pas éligible. Pourquoi c'est pas éligible? En France, là, il y a Adobe France. Pourquoi il n'y a pas Adobe CI? Parce que nous, on n'est pas ensemble. On passe notre temps, on a nos égaux. En enlevant nos égaux, là, concentrons-nous sur des choses collectives. Laissons les choses personnelles. Pour Merci celui beaucoup. qui veut venir dans l'infographie en tant que jeune, là, le seul conseil qu'il peut te donner, il faut t'entourer de bonnes personnes. C'est tout ce C'est qu'il ça. peut dire. Merci. Merci. Merci, coach Imran. C'était un plaisir de vous recevoir là. Merci à tout le monde. Vous pouvez Bon, trouver les informations dans notre groupe WhatsApp. On va vous partager tout ce qui est coordonnées. Merci et à la prochaine. À dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.